Bonjour, bonsoir, bonsoir, merci beaucoup d'être là, tous, c'est super. Vous allez voir ici, c'est un truc assez dingue, j'avais pas vu ça encore, vous allez être super bien assis pendant 2 heures, mais vraiment bien. Ils ont des capteurs dans les fauteuils, dans les coussins et tout, ils ont mis des capteurs qui détectent votre tension artérielle et votre température, et qui vont gonfler automatiquement les coussins et les chauffer. Pendant 2 heures, c'est royal. Je peux parler toute la nuit, ça ne vous dérangera pas. On m'a dit de vous dire que si vous allez aux toilettes, qui sont par là, à la fin, vous avez un petit sifflement aigu. C'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est parce que pareil, ils ont rajouté un peu de techno, donc en fait, il y a une analyse automatique de vos selles qui est faite. Si jamais il y avait un problème, grâce à tous les mouchards que vous avez sur vous, grâce à tous les objets connectés que vous avez eu la présence d'esprit d'avoir sur vous, on a déjà récupéré vos coordonnées, le nom de votre médecin traitant, votre mutuelle et le chirurgien agréé par votre mutuelle le plus proche de chez vous, s'il y avait un problème. Pour les nouveaux parents, félicitations, nous avons une salle équipée, spéciale. Donc vous avez des couches connectées, vous avez en Wi-Fi, vous avez le code, vous le récupérez. Je vous invite à laisser vos smartphones allumés, ça ne fait pas de bruit, c'est discret. Vous avez la température de bébé, ce sont des couches Pampers, excusez-moi pour la pub, mais c'est pas, ce sont des Pampers. Donc vous récupérez la température du bébé, l'humidité, tout ça, vous serez au courant. Dans le cadre du plan Macron 2028, vous savez que pour la sécurité de tout le monde, il va falloir qu'on soit pucé, RFID, c'est-à-dire l'identification par radiofréquence. Donc il y a quelqu'un de la CAF qui est présent, et si le bébé n'était pas encore protégé, il le serait. Il serait mis en sécurité. Bah, je déconne. Ouais, franchement, non, ça serait... Non, enfin, moi, ça me... Non, je déconne. Il n'y a rien ici, ce n'est pas du tout. Alors vous avez vu, c'est pas connecté, c'est pas la maison du futur, c'est pas la maison de l'an 2000. Ça pourrait, parce que moi, pendant 25 ans, j'ai été technicien informatique, geek, total. Donc ça pourrait. Mais ça n'est pas. C'est pas la maison de l'an 2000. Alors l'an 2000, pour les plus jeunes, pour les jeunes générations, doivent se demander de quoi je parle. Pourquoi ils parlent d'un truc qui a eu lieu il y a 19 ans, bientôt 20 ans. Ils s'en foutent de l'an 2000. Non. Parce que pour ma génération en tout cas, vous me voyez mieux? Non, alors là, sur la caméra, t'es bleu, parce que t'es sous ce truc-là, et on dirait Spock, tu vois, je veux dire. Donc je sais que si je veux faire les Blues Brothers, je me mets là. Voilà, donc tu restes là. Non. Il m'a perdu. Non. Donc tu disais pour les Blues Brothers. Je disais l'an 2000, c'est pas une date, c'est pas le 1er janvier 2000, non. L'an 2000, c'est un concept. L'an 2000, c'est du futur, c'est des futurs possibles. C'est du rêve. C'est du rêve collectif. Je suis sûr qu'il y a des gens, là, quand je dis l'an 2000, ben, on doit avoir les mêmes trucs en tête. Plus ou moins. Donc, l'an 2000, c'est vraiment un concept. Pour moi, je parlerai toujours de l'an 2000 quand je vais parler du futur. Je n'ai pas l'intérêt de parler de l'an 3000, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'an 2000, on en a parlé avec mon père. On en a parlé beaucoup. L'an 2000, c'est de la science-fiction, c'est des vaisseaux spatiaux, c'est de l'exploration à travers l'espace. C'est de la technologie à notre service. L'an 2000, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer pour nous rendre la vie plus simple, pour qu'on aille mieux, pour que ça soit plus facile. C'était ça l'an 2000. Principalement de la science-fiction quand même. Énorme. Science-fiction, les vaisseaux spatiaux. Alors moi, je ne sais pas si vous connaissez Star Trek. Je vais prendre Star Trek, il y en a d'autres, mais je vous ferai passer la photo si vous voulez. Star Trek, c'est un vaisseau spatial qui parcourt les galaxies, à la recherche de nouvelles formes de vie et de civilisation. Avec un équipage. Alors il y a tout, hein, il y a un Vulcain avec les oreilles pointues. Alors, les bleus, c'est les scientifiques, les rouges, c'est les techniques. Vous verrez que si je suis dans le vaisseau, j'aurai un pyjama rouge, moi. Je serai plutôt technique. Bah, technicien informatique. Donc, et puis un capitaine.
Les jaunes, c'est ceux qui sont sur la passerelle, c'est ceux qui dirigent le vaisseau. Je vous fais passer si vous voulez. Le capitaine du vaisseau, j'ai perdu mon spot bleu, le capitaine du vaisseau, il s'appelle James T. Kirk. C'est quelque chose d'être responsable d'un vaisseau qui parcourt la galaxie avec tout un équipage. Kirk, j'aime bien Kirk parce que Kirk, c'est un glandeur, c'est un tricheur, c'est un escroc, c'est un bluffeur. Il veut gagner. Il veut pas perdre d'homme, il veut trouver des trucs nouveaux. Il respecte pas trop les normes, la hiérarchie, tout ça. Kirk, il est plutôt vautré dans son fauteuil, en général, sur la passerelle, à se demander ce qui se passe. Un peu comme ça. Et puis la science-fiction, c'est bon sang Spock. Alors Spock, c'est Vulcain, c'est l'officier scientifique. Spock, qu'est-ce que c'est que ce truc devant nous? Bah, le capitaine, je détecte un nuage de capital primitif en expansion rapide. Bon sang, il faut détruire cette saloperie. Scotty, salle des machines, dédier toute la puissance des boucliers sur les torpilles à photons, on va se débarrasser de ça. Mais capitaine, je ne suis pas sûr. Scotty, vous êtes un faiseur de miracles. Poule laser, torpille à photons, flamme dans l'espace, la science-fiction, quoi. Science-fiction, il y a deux domaines. Ça, c'est l'espace. C'est pas forcément tout de suite a priori politique. Il y a un deuxième domaine qui s'appelle l'anticipation. L'anticipation, c'est politique. On a un système humain. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, si on bouge pas, si on fait ci, si on fait pas ça. Donc c'est des gens qui réfléchissent à qu'est-ce que ça va donner. Un écho là, non? Vas-y, ça va. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça, c'est l'anticipation. L'anticipation et la science-fiction, c'est mon père qui m'a branché là-dessus. C'est papa qui m'a branché là-dessus, c'est toi qui m'as branché là-dessus. N'inquiétez pas, je vais parler à mon père. Un jour, j'avais 9 ans, il me met dans les mains, il met un bouquin blanc avec des bandes bleues, Fleuve noir, anticipation, parle, robot. Tu vas voir, ça te plaît. Ça m'a plu. Je suis tombé dedans, grave, beaucoup. Et c'était déjà de l'anticipation, celui-là. C'était pas de la SF. C'était un robot, donc à notre service, au service de l'humain. Et il va accompagner l'humain pendant des siècles et des siècles. Il va voir l'humain se détruire. Souvent, dans l'anticipation, on voit l'humain se détruire. Et puis, il va se retrouver tout seul, et en fait, à ce moment-là, il a développé une conscience. Il a besoin de parler, mais il n'y a plus personne. C'était triste. Ça, c'est de l'anticipation. Et l'anticipation, ils ont prévu, il y a des auteurs dans les années 50 et 60 qui ont prévu presque très précisément la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Quasiment. À un petit détail près, qui va tout changer. Ils avaient prévu beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Il y a une chose que personne ne pouvait penser. Pourtant, je peux vous dire qu'en science-fiction, ils ont pensé des trucs. J'en ai vu dans des films, des nanars. Mais ça, non. Avec mon père, on avait beau en parler, on n'a pas imaginé ça. On n'a pas imaginé que le capitalisme allait retourner l'outil contre l'humain et allait mettre l'humain au service de l'outil pour faire toujours plus de profit. Une espèce de vrille. L'an 2000, quand j'étais gamin, c'était « ça sera mieux, quoi. On va avoir des trucs, on ira plus loin, on fera plus de choses, ça sera génial. » Et l'an 2000, alors Star Trek, c'est les années 60. Le premier Star Trek, il y avait beaucoup de séries. En 99, vous avez Matrix. Matrix, c'est pas dans l'espace, c'est sur Terre. C'est une situation où les humains vivent dans un monde qui est complètement bidon, dans un trompe-l'œil. En fait, les humains, ils sont endormis dans des caissons et ils génèrent de l'énergie qui est utilisée par les machines. Les machines, elles étaient au service de l'humain. Et elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient s'alimenter avec l'humain, mais surtout, elles se sont rendues compte que l'humain, il était malheureux, quoi qu'elles essayent. Donc, on est tous endormis dans des capsules et puis on alimente les machines qui veillent sur nous. Ça, c'est Matrix. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé en 30 ans. Ça a vrillé. La technologie, l'économie, le capitalisme a fait vriller la situation. Et je vais vous parler de ça ce soir. Je vais vous parler de science-fiction, d'économie, de capitalisme et de mon père.
Si vous êtes d'accord. Et de Star Trek. Et je me recule. Alors, je vous ai dit, cette maison connectée, ça aurait pu être la mienne. À l'époque. Aujourd'hui, non, ça ne pourrait pas être la mienne. Parce que cette maison connectée, hyper connectée, hyper technologique, c'est la maison du contrôle, c'est la maison de la sécurité, donc la maison du contrôle. C'est la maison du contrôle absolu. Je vous donnerai plein d'exemples ce soir. J'en donne un premier très simple. La poussière intelligente, la smart dust. On en parle depuis les années 90. En 30 ans, ils ont progressé et aujourd'hui, les machines, les ordinateurs qu'on avait dans les années 94-95 sont réduits à la taille d'un plus petit qu'un grain de riz. Et pour les plus simples d'entre eux, ils sont réduits à la taille d'un grain de poussière. Donc aujourd'hui, vous avez des ordinateurs, ce qu'on avait il y a 25 ans, qui fait la taille d'un grain de poussière. Et qui utilisent le RFID, l'identification par radiofréquence. Votre carte bleue, si vous avez une carte bleue, il y a de fortes chances que vous puissiez payer sans contact. C'est ça le RFID. Pour les Parisiens, pour les gens qui ont un système de passe pour les transports urbains, hop, vous passez votre badge, c'est de l'identification par radiofréquence. Alors quand c'est une carte bleue, on le sait, on le voit. Mais quand c'est une poussière, ça devient compliqué à voir. Vous avez une boîte aux États-Unis qui s'appelle Knox Defense, qui vend aujourd'hui la Smart Dust. Les premières applications qu'ils proposent, c'est simple. D'un côté, ils font un smart luve, un pédiluve, qui place au sol à l'entrée des grandes chaînes de supermarchés américains. Donc quand vous rentrez pour faire vos courses, vous en mettez sous vos semelles, donc dans vos revers de pantalon, etc. Et puis pendant tout votre trajet, il y a des capteurs absolument dans tout le magasin. Et les capteurs, ils vont analyser tout ce que vous faites. Où vous vous arrêtez, où vous ne vous arrêtez pas, quel produit vous achetez le plus, quel produit vous ne regardez pas. Donc ça va permettre d'optimiser le magasin. Moi je pense que si je suis un gouvernement, il y a une manif, je sais qu'elle va passer à tel endroit, je sais que là il y aura la CNT, là il y aura... Peut-être m'amuser à mettre de la Smart Dust. Pourquoi? Je me dis que ça pourrait m'aider. Bon, il va falloir rajouter les capteurs, mais c'est pas si compliqué que ça, les capteurs. Il y a des boîtes américaines, des grandes majors américaines, qui mettent un pédiluve à l'entrée avec de la Smart Dust et qui vérifient les trajets des employés toute la journée. C'est la société du contrôle. C'est ça les objets connectés. C'est pas je vais appeler le pompier parce que ton cœur défaille. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça en fait. Donc c'est pour ça que cette maison, c'est pas la mienne. La technique, ça partait bien. Je vais plomber l'ambiance, mais pas complètement. Hein, la technique, ça partait bien pourtant. Il y a 40 ans. Alors pour les jeunes générations, il faut que j'explique la situation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus l'imaginer tellement c'est allé vite. Il y a 40 ans, déjà, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de smartphone. Le smartphone, il a 15 ans. Il n'y a pas de téléphone. On n'est pas un téléphone dans la poche. Il y a des cabines téléphoniques dans la rue. Si. On peut rentrer dans une cabine et téléphoner. On peut même appeler sans payer. Ça s'appelle en PCV. C'est celui qu'on appelle qui paye. On l'a plus. Pas pourquoi. C'est une raison technologique. Donc il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas cette surinformation dans laquelle on est aujourd'hui. On est à table, on parle d'un truc. Les gens vont vérifier immédiatement sur Internet. Tiens, là aussi, c'est ça, c'est un tel, c'était telle année, c'était telle couleur. Ça nous paraît logique. Ça nous paraît évident. Pas logique, mais évident. Ça fait partie de nous. On l'a intégré. Il y a 40 ans, ça n'existait pas. Moi, le téléphone, je l'ai vu arriver quand j'étais petit. Le téléphone, c'était un gros truc à cadran avec un combiné comme ça. Un gros combiné. Puis un petit combiné rond qu'on mettait à l'oreille pour écouter ce que disait mamie. Et le téléphone, moi je l'ai vu arriver, au début il n'était pas chez nous, hein. Il était chez la voisine. Et si quelqu'un de la famille devait nous joindre, parce que c'était important, ils appelaient la voisine qui venait frapper chez nous. Puis on pouvait téléphoner, puis à l'inverse, si on avait besoin de téléphoner, on allait chez la voisine. C'est ça la situation dans laquelle on est, là, c'est ce que je vais commencer à vous raconter. Et le téléphone, c'est vraiment un gros truc en bakélite avec un cadran avec des trous qui vont de 0 à 9, avec un gros ressort. Donc quand vous appelez un numéro, quand tu te trompes, je vous dis que quand vous avez fait le numéro, vous le connaissez. Hein.
Vous faites 10 numéros, vous connaissez 10 numéros par cœur. Là aujourd'hui, je sais pas, je tape, je connais plus mes numéros. C'est dingue. Je me rends compte qu'aujourd'hui, moi je connais plus mes numéros. À l'époque, je les connaissais tous. Je sais pas si je suis un homme augmenté ou un homme diminué du coup. C'est une bonne question. Non mais, je parle de technologie. Donc voilà, le téléphone c'était ça. On est dans cette situation, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. Et il y a un truc qui arrive. Et mon papa, alors la science-fiction parce que c'était un gros rêveur. C'était vraiment un rêveur, un curieux. C'était un rêveur parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, son père il est mort tout de suite, comme pas mal de monde à l'époque. Lui il devait avoir 14 ou 15 ans, il a arrêté les écoles, et puis il s'est mis à bosser. Comme tout le monde à peu près à l'époque, il s'est retrouvé dans l'administration et dans les chiffres, donc il était comptable. Et lui, il avait pigé l'intérêt de l'ordinateur, qui n'était pas encore arrivé, c'était dans les grosses boîtes, ça coûtait une fortune, on est avant 80. Et lui, il avait pigé l'intérêt. C'était pas pour le calcul, hein. C'était pas une machine à calculer. Suivez-moi s'il vous plaît, alors, vous savez ce que c'est que du papier listing? C'est ça. C'est du papier qui est, voilà, j'en ai des mètres et des mètres. À l'époque, c'était hyper pratique. Il y a une petite bande sur le côté qui est perforée. Les imprimantes d'époque, elles avaient des petits rouleaux et ça entraînait le papier. Et vous pouviez imprimer des kilomètres de colonnes de chiffres. C'est plutôt pour les comptables. Mon papa, je l'ai vu plein de fois. Alors mon papa, c'était un blagueur. Il fallait se méfier parce qu'il blaguait à froid, il ne prévenait pas. C'est un sniper, on se dit, qu'est-ce qu'il me fait? Une fois, je le vois au bureau, il y avait des colonnes de chiffres comme ça, et puis il était installé tranquille avec son critérium, puis à cette vitesse-là, hop, il marque. Hop, il marque. Hop, il marque. Je vais le refaire. Il a vu que j'étais là, il me prend pour un pain de 3 semaines, je vais attendre qu'il aille aux toilettes, je vais vérifier. Il va aux toilettes, je me précipite sur ma calculatrice. Tous les calculs étaient bons. Donc, l'ordinateur, c'est pas pour ça qu'il y a un besoin. Par contre, quand on fait de la compta, et je vous jure, je ne rentre pas dans un cours de compta, le truc qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'analytique. C'est-à-dire, c'est pas de savoir si je suis un actif, un passif, si je gagne ou je perds. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi je gagne ou pourquoi je perds. Donc pour ça, il faut traiter des tonnes et des tonnes et des tonnes de chiffres. Ça, par contre, il n'avait pas envie de le faire à la main. L'analyse de ce chiffre, c'est l'ordinateur qui allait s'en charger. Et il a compris ça, mais vraiment, il l'avait compris avant pas mal de monde. Je pense qu'il avait bouquiné. Eh bien, il avait fait acheter à sa boîte, c'était une boîte qui faisait de la pub, plus ou moins franco-américaine, ils avaient beaucoup de sous. Il avait fait acheter un ordinateur à sa boîte. Et il l'avait ramené à la maison. Alors le jour où il l'amène, je descends, il sort un énorme carton, je ne sais pas combien de mètres cubes. On monte sur 4 étages, sympa. On arrive, on en a un deuxième à aller chercher, on va chercher le deuxième. On déballe le truc, énorme, ça fait 25 kilos. À l'époque, ils ne rigolent pas quand ils construisent un ordinateur, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. C'est tout métal, vous ne le prenez pas sur le pied. Donc, on pose ça sur le bureau, on sort l'écran, on a mis le bureau devant la fenêtre, et ben, il n'y a plus de fenêtre. C'est pas grave. On verra les nuages au-dessus. Bon. Puis nous voilà dans ce truc-là, quoi. Alors, on l'allume. Écran noir. De toute façon, l'écran, il y avait 4 couleurs. Écran noir, et puis il y a un truc qui clignote avec marqué C plus grand que. Je suis content d'avoir ça chez moi, c'est bon. Je vais en faire des trucs. Non, à ce moment-là, je ne réalise pas, mais en fait, c'est une super chance que j'ai. C'est une super chance. Parce que c'est impensable d'avoir ça chez soi. C'est vraiment, c'est pas du tout dans le public, quoi. C'est vraiment les grosses boîtes. À l'époque, on est dans du capitalisme standard, quoi. Le capitalisme, production, exploitation. On fait des trucs, on les vend, on fait des sous. Donc, juste un tout petit pense-bête. Pour se rappeler qu'à ce moment-là, constructeurs, les gens qui gagnent de l'argent, c'est les constructeurs d'ordinateurs, constructeurs de machines. Grosses boîtes, IBM, Bull, Xerox, Siemens Nixdorf, j'en oublie plein, c'est eux. Ils font de l'argent, ils font des ordinateurs, et l'ordinateur, ce qui compte, c'est la machine. Ce qu'il y a dedans, ouais, ça va vous permettre de gérer des chiffres, quoi.
Donc c'est donné avec. Ils ne veulent pas m'entendre parler, c'est bon. Voilà, il l'avait. Ça va tranquillement changer. Alors moi j'ai la chance d'avoir ça à la maison. Puis j'ai la chance qu'à l'époque, avec mes parents, on va au cinéma super souvent. Dès qu'on peut, on va au cinéma. Et à l'époque, ça commence à foisonner. Il y a plein de films qui sortent dans tous les sens. Il y a Star Trek. Il y a le premier film Star Trek qui sort. Le film de science-fiction qui commence à arriver. Plus ou moins des nanars quand même. Et puis, il y en a un qui arrive, 77. Moi, je suis parisien, désolé, personne n'est parfait. Je suis au Gaumont-Alésia. Grande salle, au Gaumont-Alésia. Et on arrive, donc on est dans la très très grande salle. À l'époque, dans les cinémas, il y a une dame avec un panier. C'est pas des hommes d'ailleurs, c'est des dames. Avec un panier, qui a des glaces, des bonbons, puis une lampe torche. Puis elle vient, si la pub a commencé, elle éclaire le sol pour pas que vous tombiez. Elle vous place, puis vous pouvez acheter une glace ou un bonbon directement là où vous êtes. J'aimais bien ça. Ça a disparu. Donc on se retrouve, on est assis. Ça commence. Donc, les pubs s'arrêtent. Un texte qui se met à défiler. Et à la fin du texte, des vaisseaux spatiaux, des coups de laser, ça commence direct sur une poursuite infernale. Oh, on en prend des plein, mais on est là. 2 heures. Ça s'arrête, on est là. On rentre chez nous, on veut voir ça. On se dit, on va le voir, ça. Forcément. Tout ce qu'on pense, tout ce que l'homme pense, à un moment ou un autre, ça se réalise. Quoi. Donc, on va voir ce truc-là. On en a pris plein les murs. C'est une époque incroyable. Aujourd'hui, on est blasé. Quoi. Mais vraiment, ça, c'est la sortie Star Wars, c'est un truc de fou. Quoi. Moi, j'ai cette chance-là. Donc, j'ai l'ordinateur, j'ai la SF, pas que. Parce que mon père, c'est un gros lecteur, gros rêveur, gros lecteur. Je ne sais pas comment il fait. Parce que mon papa, quand il bouquine, je me permets d'emprunter Christine Delphi, mon papa. Quand il bouquine, il s'installe. Première page. Et quand il arrive en bas de la 2e page, il ronfle comme un bidon. Il y a toute la maison qui vibre. Et moi, ce ronflement, il me fait du bien. Il me rassure. Le fait que la maison vibre quand il ronfle, c'est chouette. Ça me va. Je suis gamin, ça m'éclate. Mais donc, du coup, je ne comprends pas comment il fait pour être un gros lecteur, parce qu'il m'en a lu plein. Mais je ne sais pas comment. Il y a un truc. C'est mystique. Donc, je baigne là-dedans, dans le cinéma, dans la SF, dans l'ordinateur. Je m'y mets quand même, parce qu'au bout d'un moment, j'essaye des trucs. Bon, alors, j'ai des disquettes. C'est pas tout à fait celle-là, encore. Une disquette, c'est un truc comme ça, c'est censé contenir des informations. Bon, à l'époque, elles sont plus grosses, elles sont souples. Elles en tiennent beaucoup moins. Donc je les mets, je regarde ce qu'on m'a fourni avec la machine. Alors, un des premiers trucs, c'est le logo. Le logo, c'est un logiciel de programmation qui est censé apprendre aux enfants à programmer à l'époque. Elle est chouette, faut regarder. Donc vous avez ce qu'on appelle une souris, une tortue, une espèce de petit triangle, puis vous pouvez diriger le triangle. Monte, à droite, descend, à gauche. J'ai fait un carré. Je vais faire un rectangle. Je vais essayer un triangle chaud pour faire des maths. J'y arrive. J'ai fait un triangle. Au bout d'1 heure, on vous propose une partie de nain jaune, vous êtes preneur. Hein. Même le cochon qui rit, vous prenez. J'ai décidé des carrés. Quoi. Mais j'insiste. Je suis un peu Redman des fois, donc j'insiste. Donc je développe ça. Au bahut, j'ai à peu près compris la pente en roue libre, comment on fait pour arriver au bac tranquille, sans trop se fatiguer. J'arrive au bac. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer la fac. Ma mère veut que je sois chirurgien, je vais être chirurgien. Quoi. Mais il y a un problème, c'est que dans la famille, il y a un frangin qui est là depuis 11 ans, et il a pris la place de l'intello. Embêtant. Donc, mais j'essaye, j'ai pas peur, j'y vais. Et là, quand vous sortez de l'école, et que vous arrivez à la fac, il y a un truc. Vite, mais attends, là. En fait, je suis pas obligé d'aller en fil, c'est ça? Okay. Là, on peut continuer on peut finir notre livre, d'accord? Et donc là, tu dis que la séance de 14 heures, on va y aller. Hein. Parce qu'en plus, à l'époque, les cinémas,
C'est pas comme aujourd'hui, hein, c'est pas un vigile, un chien, un mirador et des barbets. C'est des petits cinémas avec des petites portes qui donnent sur la rue. Quand vous sortez, vous êtes dans la rue. Vous n'êtes pas dans un truc guidé, Arbeit Marfrig. Non, vous sortez, vous rentrez. Donc à l'époque, ouais, bah, je vais voir des films en passant par la sortie, je ne vais pas les payer. Et donc ma première année de fac, c'est pas un succès universitaire, mais je me fais 400 films. Légèrement azimuté quand même, mais j'avais décidé qu'il y avait officiel des spectacles et Pariscope, j'avais décidé qu'ils seraient tous cochés. J'aurais vu tous les films, sauf les films pornographiques. C'est un peu limité. Donc, j'en ai vu un truc. Énorme. Donc la fac, pas trop. Et il se trouve qu'à ce moment-là, voilà, les constructeurs sont en train d'en vendre. À force d'en vendre, ils commencent à les faire un peu plus petits, un tout petit peu moins cher. Ça commence à intéresser des petites entreprises. Des entreprises plus petites. Donc ça commence à se répandre un petit peu. Et là, rappelez-vous, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'information. Je ne sais pas si on peut l'imaginer ça aujourd'hui en fait. Il n'y a pas d'information. Les bouquins, ils valent une fortune, les bouquins techniques, je n'en parle même pas. Et puis c'est introuvable, et puis c'est soit en russe, soit en anglais, enfin il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc c'est compliqué à l'époque. Et quand vous avez la chance d'en avoir un sous la main, vous avez des billes, quoi. Vous avez une avance. Donc vous êtes intéressant sur le marché de l'emploi. Il y a plein de boîtes qui sont un peu plantées et elles ont ça, elles ne savent pas comment ça marche. Bah je vais y aller moi. Tranquille. Je vais me mettre là-dedans. Puis je vais y aller franchement. Puis en plus ça m'éclate, quoi. Je veux dire, très rapidement je tombe dedans quand même. Il n'y a pas que le logo, il y a aussi des jeux. Pour capter les gens, les jeux c'est super, c'est pratique. Et même en 4 couleurs, vous avez déjà des super jeux. À l'époque, j'ai passé un temps de malade à diriger une Jeep sur la Lune, à éviter des cratères. Et puis dans les cratères, il y a des plantes qui poussaient. Quand vous arrivez, au moment où vous passez, il y a des plantes qui poussent, vous avez perdu. Donc il fallait se méfier, il fallait sauter les cratères, c'est un truc de fou. 4 couleurs. J'ai passé des heures. Et les échecs aussi. Mon premier logiciel échec, alors c'est sur un Chrome-Enco C10. C'est avant l'Apple. C'est avant 80, c'est 79. Il sort. Non, c'est même avant 77. Enfin bref. Il ressemble à l'Apple qui est sorti 15 ans après. La particularité d'Apple, c'est qu'ils inventent des trucs 15 ans après les autres. Ils vous expliquent que c'est eux quand même. Bah, quand même, il avait inventé l'Apple déjà, le bout là, comme ça. Et je me rappelle le logiciel d'échecs. Pour me répondre, la machine, elle mettait 24 heures. Le problème, c'est que je partageais la machine avec un monsieur qui était mon papa, qui était comptable. Ça servait un petit peu aussi de la machine. Quand il ne pouvait pas s'en servir pendant 24 heures, il fallait faire passer. Moi, attends, parce que si j'arrête, je viens de perdre 3 semaines pour avoir fait 3 coups. Ça va être terrible. Mais on y a joué, mon frangin, il a joué ça. Donc, je suis tombé dedans. J'y vais. Puis du coup, bah, c'est chouette, parce que moi, je vais aider les gens, je vais dépanner, je vais commencer à installer, j'ai vraiment de l'avance par rapport à plein d'autres. Donc on y va, on commence à installer. Période, une bonne période. Ce qui va se passer, c'est que, ils vont encore réduire, ils vont réduire les coûts, puis ça va commencer à vraiment à se développer. Bon, dans un pays dominant, blanc, riche, hein, d'accord, on va trop se développer en Afrique. Mais chez nous, ça se développe bien. Et donc, les fortunés vont commencer à acheter ça et en avoir chez eux. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la machine, elle n'est plus là, l'ordinateur, il n'est plus là juste pour gérer, pour aider les comptables et les grosses entreprises. Les gens vont se dire, mais moi, je peux peut-être faire un truc avec ça. Est-ce que je peux gérer mes photos de vacances? Est-ce que je peux écouter de la musique? Est-ce que je peux contacter des gens? Est-ce que, voilà, les gens vont commencer à dire, est-ce que je peux faire des trucs avec? C'est souvent, c'est l'image et le son qui vont démarrer. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ce qui va devenir important, ce qui va prendre de l'importance, n'ayez pas peur, c'est pas un gros mot, je vous l'explique tout de suite. Alors là, c'est un système hyper pratique et technique avec des effets spéciaux incroyables. Ce qui va prendre de l'importance, c'est le système d'exploitation. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, moi, oui, je ne le dis pas. Vous ne parlez pas, on ne parle pas, personne ne parle en 0 et en 1. C'est pas possible. Vous ne parlez pas en signaux électriques. C'est pas possible. L'ordinateur, il parle en signal électrique en 0 et en 1. Donc on ne peut pas lui parler comme ça.
Donc pour parler à l'ordinateur, il nous faut une interface. Si demain je vais au Japon, il me faudra une interface pour parler à des Japonais, il me faudra un traducteur. Ben, c'est pareil. Pour parler à l'ordinateur, il y a un traducteur. L'interface homme-machine, qu'on appelle le système d'exploitation. À l'époque, ceux qu'on va voir arriver, c'est Windows, Apple pour Apple, Linux, j'en parlais tout à l'heure, mais surtout Windows. Ce qui est génial, c'est que les constructeurs, s'ils avaient réfléchi 2 secondes en se disant mais si on a la main sur le système d'exploitation, on garde la main sur tout. Mais ils sont tellement sûrs de leur puissance qu'ils n'ont pas envie de s'embêter à gérer des équipes, ça coûte cher, des gens qui développent et qui maintiennent les logiciels. Donc ils disent, bon, je pense qu'on va le donner à des petits, donc on continue sur le truc. Ils ont un système d'exploitation, ils vont le donner à Bill Gates, à Microsoft, qui va faire Windows, puis ils vont refaire la même un peu plus tard. Donc ils ne s'occupent pas de ça, ils ne s'occupent pas des logiciels. Première erreur, parce que ceux qui vont commencer à faire beaucoup plus d'argent, c'est Windows, c'est les éditeurs de logiciels, ceux qui font les logiciels. Parce que ça devient grand public, donc tout le monde en veut de ce truc-là. Je veux mes photos, je vais écouter du son, tout le monde veut ça. Constructeur, il ne voit pas. Ils vont se faire bavaler fort. Et le système d'exploitation, il prend la main. Et là, c'est génial, parce que là, on en met partout. Et moi, je trouve ça chouette, moi j'aide les gens. Moi je suis là, j'installe, j'aide, j'explique, je dépanne. Je rentre dans une période intéressante. Je rentre dans une période intéressante parce que vous arrivez à un endroit, les gens ils sont plantés, ils vous attendent. Mais c'est pas forcément un ou une secrétaire, c'est pas forcément. Des fois c'est des dirigeants quoi. Des fois vous arrivez dans un bureau d'un patron, d'un PDG, il est complètement planté. Puis il attend que vous l'aidiez. En le faisant vous. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien ça. C'est une petite revanche ça. Il me plantait votre petit là. C'est pas comment ça marche, moi je sais comment ça marche. Donc, vous commencez à dépanner tranquillement, vous prenez de l'assurance. Vous avez l'aura du technicien. Le truc qui montre que ça vous êtes entouré d'une petite aura dorée. Vous l'évitez à quelques centimètres du sol. Partout où vous arrivez, vous êtes le faiseur de miracles. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Et puis, les autres, là, ils sont un peu plantés. Et pas vous. Je dis ça parce que il y a une domination quand on fait de la technique qu'on se prend pleine poire très vite. C'est la différence de classe. Parce que ces trucs-là, ça vaut cher. Alors quand vous commencez à vous y mettre, vous, avec vos sous, ça coûte cher. Et là, vous apercevez que vous n'avez pas tout à fait le même matériel que d'autres. Des fois, il est un peu moins performant, un peu moins rapide. Pas tout à fait la même chose. Je vous l'ai dit, avec mon père, on était des geeks. On était des geeks. Mais on n'était pas riches. Donc on faisait comme on pouvait, comme on faisait des geeks comme on peut. Donc mon père, il n'achetait pas la Fnac. Il achetait dans le catalogue de la maison de Valérie. Ça existe encore d'ailleurs, je crois. À l'époque, aujourd'hui les catalogues, on en a plein. À l'époque, ça n'existait pas. C'était assez nouveau, donc c'était un truc pour les pauvres. C'était de la technologie pour les pauvres, des produits. C'était du Canada Dry technologique, quoi. C'est censé faire la même chose, mais ça ne fait pas la moitié, c'est en plastique, ça fait plastique. Ouais, ça me foutait les boules, ça me fout encore les boules d'ailleurs. Parce que moi j'aimais bien mon père et j'aurais aimé qu'une fois il ait un truc qu'il voulait vraiment, quoi. À chaque fois il n'avait pas la bonne version, il n'avait pas le bon matériel, ça me rendait triste. Puis j'avais un copain, c'est un super bon copain toujours. Mais alors lui, lui il avait une pognon. Il changeait son matériel tous les 3 mois. À l'époque, c'est de la folie, ça change tout le temps. Il y a toujours une nouvelle carte graphique, une nouvelle carte son. Il faut tout changer régulièrement, mais ça coûte une fortune. Donc moi, je changeais à peu près tous les 9 mois, et quand je changeais mon truc, il avait déjà une année d'avance sur moi. Donc j'étais toujours derrière. C'est énorme. Il y a des jeux, et quand ils vont plus vite, ils gagnent, quoi. Un peu énorme. Mais je rentre quand même dans ma période où j'ai mon aura dorée. Et là, je vais m'installer des centaines et des centaines. Je vais devenir le bienfaiteur de l'humanité en installant cette technologie partout.
Je vais rentrer dans ma phase. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est là-haut? Un avion? Non. Une fusée? Non. C'est super Tego. Au secours, au secours, mon imprimante ne marche plus. Ça marche. C'est chouette. C'est chouette. Alors des fois, il y a des moments où Laura, elle fait... Tout petit truc ridicule à faire. J'ai une disquette, je dois changer un fichier. Juste changer un fichier, j'ai rien d'autre à faire. J'arrive sur un écran géant. C'est un architecte, il a des plans, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, il a beaucoup de plans. Il travaille depuis je ne sais pas combien de temps. Et quand j'arrive, il me dit, attendez, j'ai rien sauvegardé. Oui. C'est la technologie. C'est la technologie. Monsieur, pas de panique, c'est mon métier. J'ai juste un fichier à vous copier, il ne peut rien vous arriver. Il s'est éteint. Il s'est éteint. Il est tombé. Ouais. Ah, il s'est pris dans la chaise. La techno, c'est... Super techno. Super Antos. C'est dit, j'ai passé la main, moi, je vais vous dire pourquoi. Donc, vous m'entendez? Monsieur, pas de panique, je sais ce que je fais. Oui, mais vous comprenez, j'ai pas sauvegardé. Je vous assure, j'en ai pour 10 secondes. Je mets la disquette. Allez savoir, au moment où je mets la disquette, il y a une espèce de courjus à la con qui redémarre la machine. C'est normal là? C'est-à-dire que, bien sûr, mais attendez, évidemment, parce que je sais ce que je fais quand même, c'est mon métier. Il était pas. Oh, il était fâché. Hein. Ça arrive, c'est vrai. Je l'ai pas refait, ça. J'ai appris ce jour-là. J'aurais dû sauvegarder par défaut. Mais, en général, Laura, elle est là. On flotte. On sauve des vies. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, d'ailleurs, ça, on sauve des vies. En fait, je me retrouve de plus en plus devant des gens hyper angoissés, hyper stressés. Des fois, c'est des casques lourds, hein, vous rentrez dans la pièce. C'est pas moi, je viens vous aider. Ouais, puis vous êtes passé, ça marche plus. C'est pas mal, je viens vous aider. Mais, vite, ils sont drôlement agressifs. C'est louche. Pourquoi ils sont agressifs comme ça? Ça me met pas la puce à l'oreille. Là, on est toutes les années 80. Eux, ils vont verrouiller très fort le système. Ils vont prendre la main. Si j'étais dans Star Trek, on aurait pu rencontrer une race, à ce moment-là, une espèce, une peuplade, dans une planète, dans un coin de la galaxie, qui n'émet pas de signaux, qui n'a pas envie de parler avec les autres, et qui est visiblement très développée, une planète très intelligente. Les Nonox. Dans Star Trek, ça c'est les Nonox. Chez nous, ce serait le monde Linux. À l'époque, les Nonox, c'est une peuplade, ils ont des grains de beauté, ils ont des grandes dents devant. Leur nourriture, c'est une espèce de barre triangulaire avec de la tomate dessus. Et ils ont une espèce de boisson gazeuse marron. Mais alors, ils sont hyper balèzes. Ils sont super intelligents. Et ils inventent des choses qui donnent à tout le monde. Sauf que on ne comprend pas ce qu'ils inventent. C'est un peu compliqué. On a besoin d'eux au début. Mais eux, une fois qu'ils ont inventé, si on ne comprend pas, c'est notre problème. Et quand vous serez aussi intelligent que nous, c'est dommage, parce qu'ils vont faire perdre du temps. Ils se sont rattrapés depuis. Mais ils vont faire perdre du temps. Moi, j'en ai rencontré un des vrais, hein. Des vrais de vrais. J'avais un copain, il était à la... C'en était un, mais
C'était l'interface. C'était l'interface entre le monde normal et eux. Et il était à la limite. Et il avait accepté de me parler, c'était sympa. Donc on était devenus vraiment copains. Et un jour, je vais chez eux. Alors là, déjà, j'arrive. Alors, leurs horaires d'ouverture, c'était une vraie boîte. Hein. Leurs horaires d'ouverture, c'était 23h, 8h du matin. Donc si vous vouliez prendre rendez-vous avec eux, bah, c'était à 3h du matin. Déjà, sympa. Et alors, je suis arrivé dans un truc enfumé. Il y a une caisse de chat. Et franchement, elle est là depuis 4 mois. Une espèce de construction néo-mégalithique. Je dis, le chat, c'est pas possible. Des trucs partout, enfin bref. Et surtout, il travaille. Le premier que je vois, il est sur une machine, son clavier, il n'y a plus de touche. Vous savez, il n'y a plus que les ressorts en plastique. Il n'y a plus aucune touche. Puis là... Et ben oui, c'est... Moi, mon oral, elle fait... s'éteint. Plus d'aura du tout. Plus de mots. Bon, d'accord. Et j'essaye d'établir le contact. Cœur qui passe pas. Il ne me parle pas. Salut les gars. Salut. Sympa. Et là, à l'époque, il venait de sortir la Game Boy Nintendo. Cette console de jeu, elle venait juste d'arriver. Et là, il faut que je vous fasse une confidence, c'est qu'il y a un jeu, moi, je suis Redman, quoi, là-dessus. Je suis un peu aspergé, quoi. C'est Tetris. Tetris, c'est un jeu avec des pièces de couleur. Quand ça arrive à l'époque, c'est énorme. Vous devez éliminer des lignes horizontales, plus vous les éliminez, plus vous marquez de points, et plus vous le faites, plus ça tombe vite. Et il se trouve que moi, j'aime bien ce jeu. Mais vraiment. Et là, je vois la Game Boy qui vient de sortir, parce qu'il faisait des traductions de jeux, enfin bref. Et je fais, oh, il y a Tetris, est-ce que je peux le jouer? Et là, je vois un espèce d'œil goguenard qui me regarde, qui me prend pour une sous-merde. Mais faites, vas-y. Et là, je me mets dessus. Puis 2 heures après, je suis toujours dessus. Alors le truc, c'est que quand vous arrivez, alors vous passez des niveaux, ça se met à tomber franchement vite. Puis à un moment, c'est un gag, quoi, tellement ça va vite. Mais moi, ça ne me dérange pas, ce truc-là. Et puis, quand vous avez fait le tour, vous faites décoller la navette spatiale. Et vous recommencez. Moi, je fais décoller la navette spatiale 3 fois. Et ce jour-là, ils m'ont parlé. Ce jour-là, j'ai eu le droit de leur parler. Ils ne me parlaient pas codage, ils ne me parlaient pas trop informatique. J'étais quand même un demeuré de base. Mais j'avais gagné leur respect, parce que ça, ils ne savaient pas le faire. Ça sert Tetris, quand même. Linux, c'est ça. Linux, à l'époque, c'est ça. Donc je les mets de côté pour l'instant, parce qu'on va y revenir. Mais c'est dommage, parce que Linux, il aurait pu contrecarrer ce qui va se passer là en termes de blocage de tout le système. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, une société humaine, il faut imaginer, il y a 4 roues crantées, imbriquées, 4 engrenages, qui composent une société humaine. Quand vous faites tourner un engrenage, vous faites tourner les autres. Il y en a 4. La culture, l'organisation sociale, l'économie, l'environnement, le monde où on vit. Exemple simple, si demain on décide qu'on ne mange plus que des truites, et rien d'autre, ben la roue de l'environnement, elle va faire tourner un paquet de choses. On va arrêter l'élevage, on va arrêter de déforester pour planter. Vous voyez ce que ça veut dire? On va tout changer, ça va changer notre organisation du travail forcément, parce qu'on va se mettre à bosser sur les truites. Enfin bref, vous faites tourner une roue, vous faites tout tourner. Toutes les roues sont importantes. Le capitalisme, quand il arrive avec la révolution industrielle, alors au passage, il y a un truc qui est sympa, c'est que la révolution industrielle du 19e siècle, pardon, le 18e siècle, pendant la moitié du 18e siècle, à chaque fois qu'une machine arrive dans ce qu'on appelle une fabrique, les ouvriers la détruisent, les ouvriers la brûlent. Il va se passer plus de 60 ans avant qu'une machine ne soit pas détruite. Donc il y a 60 ans de résistance très active où ils n'arrivent pas à les mettre, les machines. On n'en veut pas. Le monde ouvrier n'en veut pas. Il va finir par céder au XVIIIe siècle. Donc on va avoir la révolution industrielle. Ça va se mettre en place, ça va déjà changer l'organisation du travail. Les gens des champs vont venir dans les villes, vont perdre leur culture qu'ils avaient pour trouver une nouvelle culture, etc. Vous voyez les roues, comment elles tournent. Et puis, l'informatique, c'est une nouvelle révolution. Ça fait tourner fortement la roue. Mais pas que la roue économique,
Et pas que la roue de l'organisation du travail, je reviens sur l'organisation du travail après, ça fait tourner la roue de la culture. Parce que d'un seul coup, on va se retrouver avec ce truc-là, à peu près partout. Très vite. Et moi, super techos, qui pense, pour moi, mon métier, il a du sens, quoi. J'installe les outils du futur pour faire Star Trek et Star Wars. Pour qu'on aille plus loin. Et plus ça va, plus je me fais agresser par les gens. Et plus j'ai des gens qui vont pas en face de moi. C'est curieux. Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a une culture qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas forcément choisie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se définissent comme des nuls en informatique, ou des truffes, ou des quiches, ou mauvais, quoi, en informatique? Ok. Est-ce que, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous discutez 3 secondes avec lui, il vous dit, ben tiens, moi je suis neurochirurgien. Est-ce que votre premier réflexe, ça va être de me dire, je suis une quiche en neurochirurgie? Moi non, hein. Je ne me définis pas comme une truffe en neurochirurgie, mais c'est pas mon métier, quoi. Et ceux qui ont levé la main, est-ce que vous avez choisi une formation informatique? Est-ce que vous avez choisi cet outil? Est-ce que vous avez eu une formation que vous avez choisie pour l'utiliser? Ou est-ce que vous êtes juste contraint à l'utiliser? Vous êtes contraint. On vous force à l'utiliser. Et du coup, vous vous définissez, vous, individuellement, comme une truffe. Vous vous auto-dévalorisez. Ça s'appelle de l'aliénation. Hein, c'est quand on intègre une chaîne, quand on intègre une contrainte et qu'on la trouve normale. Il y en a une qu'on a intégrée depuis très longtemps, sauf quand on est un peu militant ou dans des syndicats, où on dit non, quand même, c'est pas normal, la propriété de l'outil de production. Alors, on trouve ça totalement normal aujourd'hui que ça appartienne à une personne et pas à la communauté. On l'a intégré. Ben, l'ordinateur, on l'a intégré. On l'a intégré super vite. Et du coup, il y a des gens aujourd'hui qui se dévalorisent, qui s'auto-dévalorisent. Ah ouais, moi je suis mauvais. Mais non, vous n'êtes pas mauvais. C'est pas votre outil. Vous ne l'avez pas choisi. Vous n'avez pas eu de formation. Personne ne vous a dit comment vous en servir. C'est une contrainte. Ça ne vous fait pas du bien. Voilà, vous avez juste à dire c'est pas mon outil. Je suis pas mauvais, c'est pas mon outil. Formez-moi, je serai moins mauvais. Voilà. Vous voyez le truc? Ça, c'est une aliénation. Cette aliénation, elle est culturelle. Ça passe par la culture, ça. Parce que d'un seul coup, on nous fait changer notre environnement de travail. Culture et organisation du travail. Et là, je ne vous dis pas, moi, à l'époque, j'en installe... Je bosse à Orly, à Roissy, j'en installe 600 par an de ces trucs-là. 600 par an. J'en installe partout. Je suis responsable quelque part. J'en ai installé plein. J'ai rendu plein de gens malheureux. À l'époque, je ne me rends pas compte encore. Mais je suis quand même super techos. Bon, commence à voler un peu moins vite. Et puis alors, il y a un truc terrible. C'est que, à force de mettre des machines partout, ben les machines, on va commencer à les relier. Le fameux réseau dont je parlais tout à l'heure. Les machines, elles vont arriver, elles vont se mettre en réseau. Je continue sur le capitalisme. On a vu le capitalisme, il y a eu des révolutions, il a changé. Alors vous avez un bouquin indispensable de Schiapello et Boltanski qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, où ils analysent les mutations du capitalisme. Jusqu'en 68, on est dans le premier esprit du capitalisme. C'est le bourgeois, quoi. C'est l'entrepreneur, le preneur d'essai bourgeois qui représente le capitalisme. Il y a eu la Révolution française qui leur a permis de mettre en place les lois pour justifier la propriété, etc. Donc ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir un système légal pour bien faire rentrer dans la normalité leur propriété, ce qu'ils ont piqué en fait. Ça, c'est le premier esprit. Le deuxième esprit, à partir de 68, parce que la force du capitalisme, c'est que quand on le critique, il répond, il réagit. Il fait ce qu'il faut pour qu'on ne puisse plus critiquer sur le point sur lequel on l'a critiqué. Il décale. Il vrille. Le deuxième esprit, c'est à partir de 68 et jusqu'en 90, en gros, on ne parle plus du bourgeois. On parle de la grande entreprise. Et on va faire partie d'une grande entreprise. Ça, c'est le deuxième esprit. Ça va jusqu'en 90. On est là-dedans, là. En 90, ça change. On rentre dans le troisième esprit du capitalisme, qui est le mode de réseau. On va faire du réseau. Ce qui compte, c'est de travailler en réseau. Par projet, avec des compétences.
On a pété le travail. Alors là, et puis dans l'ordinateur, on va voir la vitesse à laquelle il a aidé à casser le métier. Mais à partir de 90, on parle de compétences, parce qu'on travaille en réseau. Ce qui est absolument génial, c'est qu'à partir de 90, vous avez le réseau Internet qui se met en place sur la planète, en même temps. C'est une coïncidence, hein, mais c'est extraordinaire. Coïncidence extraordinaire. Donc, en même temps va se mettre en place cette nouvelle façon de penser le monde. Hein. L'esprit, c'est juste une façon de penser le monde. Donc on pense en réseau, on pense en projet, et on pense en compétences. Toi, tu as les compétences, toi, tu as les compétences. On va se faire ce projet-là ensemble. Quand on a fini, on sait qu'on est là, mais on fait autre chose. Et le réseau informatique arrive. Et le réseau informatique, Internet, c'est le fait de pouvoir communiquer tous ensemble d'un seul coup. Aujourd'hui, encore une fois, c'est totalement intégré, quoi. Ça vous paraît normal, du coup, il part. Mais ça, en 90, ça n'existe pas, quoi. Alors, on est planté chacun dans son coin, on a peut-être éventuellement le téléphone, mais on n'a toujours pas accès à de l'information, enfin, il faut aller aux bibliothèques. Là, d'un seul coup, il y a ce truc-là qui arrive. C'est une bouffée d'air incroyable. C'est une utopie incroyable. Quand ça arrive, c'est... Alors, c'est... Pareil, il faut l'info, il faut savoir que... il faut connaître les chemins pour aller sur Internet. Hein, imaginez, vous êtes dans une ville, vous n'avez pas le bottin. Vous avez une fuite d'eau, si vous ne connaissez pas le numéro du plombier, vous ne pouvez pas l'appeler. À l'époque, c'est ça Internet. C'est-à-dire que si je ne connais pas le chemin, je ne peux pas aller sur le site de la personne. Il n'y a pas encore de d'annuaire. Mais si je connais le chemin, j'ai accès à une richesse incroyable. Papa, tu viens me voir un jour, tu viens me voir, tu me fais, ils ont dit à la radio, j'ai noté que la bibliothèque du Congrès américain ouvrait ses archives. Viens, on va voir. Bon, alors donne-moi l'adresse. C'est ça l'adresse? Alors HC 3 $ dièse. Attendez, attends, vous mettez 1 heure à taper l'adresse, mais au bout d'1 heure, on est tous les deux devant l'écran. Et là, on arrive sur le Congrès américain, quoi. Et là, il y a tout, il y a les années, il y a les événements, guerre de sécession, indiens, enfin, on accède à des daguerreotypes, on accède à des photos de 1870, on accède... On va y passer la journée, on va être planté là-dessus. Je veux dire, pour faire ça à l'époque, il faut prendre l'avion, quoi. Il faut acheter un billet aux États-Unis, aller à la bibliothèque du Congrès et demander à voir les trucs. Aujourd'hui, vous le faites à table avec votre smartphone, mais pas à l'époque. C'est ça Internet. Internet, quand ça arrive, c'est cet espoir-là, c'est une utopie, c'est une vraie utopie, le fait de se dire, d'un seul coup, on a ça qui circule, on a une circulation d'informations et de communication et d'idées et de contacts. Et ça va durer pas mal de temps. Ça va durer pas mal de temps jusqu'à ce que le monde marchand se mette sur le coup. Parce que, en fait, ce qui va permettre ça, c'est que c'est embêtant de ne pas avoir d'annuaire. Vous êtes obligé de connaître tous les numéros par cœur. Alors, quand c'est Internet, c'est hyper compliqué, c'est long. Donc, ils vont dire, tiens, on va mettre en place un annuaire. Et plutôt que d'avoir un chemin, je mettrai gouv.fr, fnac.com, lardeur.org. Je mettrai le nom, puis ça va chercher pour moi le chemin. Pour faire ça, vous avez toujours besoin d'une machine, vous avez toujours besoin d'un système d'exploitation, quel qu'il soit, et surtout, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle le navigateur, le butineur chez les Québécois. Ce qu'on butine, on navigue. Le navigateur Internet, c'est ce qui vous permet, via l'annuaire, de taper des mots-clés, de vous retrouver sur le site que vous cherchez. Là, il y a beaucoup de dollars. Là, il y a énormément de dollars. Parce qu'il y a des petits malins qui se disent, mais quand les gens vont sur un site de chaussures ou de voitures, je peux peut-être vendre l'information aux marchands de chaussures et aux marchands de voitures. Ça peut peut-être les intéresser, ils pourront passer de la pub pour que les gens ils sachent qui sont là. Ouais, on va essayer. Ça, ça les intéresse. Ils disent oui tout de suite. Donc, les gens qui font le navigateur, ils vont vendre ces informations-là toute la journée. Dès que quelqu'un se retrouve sur un site, les gens qui font le navigateur, ils vendent l'information au monde marchand, qui va diffuser des pubs dans votre navigateur.
Ça, c'est l'arrivée du monde marchand. Et là, ça va commencer à vriller. Parce que c'est pas fait pour ça, à la base. Pas fait pour ça. Et le monde marchand, il va débouler là-dedans, puis il va prendre la main partout. Sauf chez les Linuxiens. Les Linuxiens, quelle que soit la machine, vous pouvez installer un système d'exploitation qui est gratuit, avec un navigateur qui ne fait pas d'argent avec vous, qui ne vend pas vos informations. Mais les Linuxiens, ils sont dans leur coin, ils sont sur leur planète, ils ont toujours leur quota et leur machin, et ils ne vous parlent pas. Bon, il faut attendre. Donc eux, ils vont en profiter. Alors là, il y en a plein qui se mettent là, le navigateur, tous les gens qui font les systèmes d'exploitation, Apple, Microsoft, ils y vont, puis il y en a d'autres qui se mettent dessus, en disant, mais attends, on peut gagner de l'argent avec ça. Et on peut gagner beaucoup d'argent. C'est le monde marchand. Dans Star Trek, le monde marchand, il est représenté par les Ferengi. Ils ne sont pas très beaux. C'est une peuplade qui est à travers tout l'univers connu et inconnu. Et si vous avez besoin d'acheter un truc, ils l'ont. C'est eux. C'est une belle analogie. Eux, ils ont tout. Et ils vont même comprendre un truc avant les autres. Eux aussi vont comprendre. Qui va terminer la vie. Donc le monde marchand, il se met en place. Et il commence à faire énormément d'argent avec notre navigation. Oui. Il y a une deuxième chose qui se met en place. Ignacio Ramonet, un philosophe, un sociologue, il en parle très bien. À ce moment-là, va se mettre en place ce qu'on appelle la vidéosphère. C'est-à-dire que l'image va devenir permanente et prioritaire sur tout dans notre civilisation. La roue de la culture, elle va changer là, un grand coup. Parce que d'un seul coup, tout va s'organiser autour de l'image. C'est l'arrivée des chaînes d'information, BFM, Euronews, ou ces trucs-là. Pensez à BFM et à Euronews. Vous avez une information en principal, une information qui défile en bas, une information sur le côté, un encart avec deux informations. Vous avez des informations, puis ça change tout le temps. Le top du top, c'est Euronews, no comment. Vous avez des images qui défilent, aucun commentaire. Un journaliste, le boulot d'un journaliste, je vous invite à aller voir la conférence de Philippe Merland, elle est magnifique. Le boulot d'un journaliste, c'est pas de vous dire il s'est passé ça, c'est de vous expliquer pourquoi, comment. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est passé ça? C'est ça le boulot, le journalisme, c'est ça. Sauf qu'avec l'arrivée de la vidéosphère, ben, ça bascule. Ce qui est important, c'est l'image. De plus en plus. Il faut de l'image, il faut que ça change. C'est pour ça que le sport est roi dans les chaînes d'information. Genre les Jeux Olympiques, c'est magique, vous avez une information neuve toutes les 10 secondes. Il se passe 40 trucs en même temps. C'est pour ça que ça marche. Là, ça commence à vriller complètement. Là, on a les roues là, qui commencent à tourner très fort et puis qui viennent changer notre façon de penser, notre façon de voir le monde, notre façon de l'appréhender, notre façon de nous organiser. Mais c'est pas fini. La vraie vrille, elle n'est pas là. La vraie vrille, elle arrive quand il y a des gros malins. Alors, Linux, ils ont inventé un... Quand vous êtes sur le navigateur, il y a un truc au-delà de l'annuaire qui va arriver, qui va être ce qu'on appelle le moteur de recherche. Parce qu'après tout, si... Bon, d'accord, je peux taper fnac.com, mais si j'ai aucune idée de ce que je cherche, je peux taper un truc, ou je sais pas quoi, Bourdieu, machin, bref. Je peux taper un mot, puis le moteur de recherche va chercher pour moi. Vous avez un moteur de recherche gratuit, open, donné au monde, parce que c'est un projet qui vient de Linux. Eh bien, il y a un monsieur qui s'appelle Google, une boîte qui s'appelle Google, qui va le récupérer, qui va le modifier, qui va mettre son nom dessus sur ce qu'elle a modifié, elle a le droit. L'autre, il existe toujours, mais Google va le prendre, va s'en servir, va l'améliorer, je fais un gros raccourci, et va le proposer. Et le moteur de recherche Google va s'imposer. Fort, très très fort. Et Google, une fois qu'il s'est imposé, leur idée, c'est très simple, c'est de dire, mais... là, il y a beaucoup de dollars. L'idée de Google, c'est de dire, j'ai pas besoin d'attendre que les gens soient sur le site de chaussures. Dès qu'ils tapent chaussures, je vends l'information. Il y a de la pub tout de suite qui apparaît. Au moment où vous tapez le mot, même au moment où vous tapez CHAU, parce qu'en prédiction, CHAU, il n'y a pas grand-chose, c'est rare de chercher des chaumières, quoique. Ça peut être des chaussures, on y va. Chaudière, allez, alors les bons, ils ont déjà prévu, quoi.
Donc, au moment où vous tapez le mot, l'information est déjà vendue. Vous avez déjà la pub. Et là, Google, il va faire des milliers de dollars. Et là, dans le monde marchand, Google, c'est le moteur de recherche. Le plus gros vendeur, c'est Amazon. Celui qui sait le mieux vendre ses ordinateurs, c'est Apple. Parce qu'ils sont jolis, parce que ce qu'il y a dedans, c'est comme les autres, mais c'est plus joli. Il reste qui? Facebook et Microsoft. Microsoft, il s'est imposé, et Microsoft, c'est 95% des systèmes d'exploitation de la planète. Donc lui, il est là par défaut. Linux, il ne parle pas encore au monde. Et Facebook, parce que Facebook, ce réseau social, va s'imposer très très vite et très fort, et va commencer à faire énormément d'argent. Ces quatre-là, ce sont ceux qu'on appelle les GAFAM. Vous avez entendu parler des GAFAM? Donc, je vous remets, on pense bête, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors, pour se rendre compte, quand je dis qu'ils font beaucoup d'argent, pour se rendre compte, j'ai quelques chiffres rigolos. Les GAFAM, alors, il y a une expression magique. Parce que c'est joli, capitaliste, c'est souvent joli quand même. Aujourd'hui, quand une boîte a une valorisation boursière de 1000 milliards de dollars, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. On appelle ça une licorne. C'est joli, une licorne. On va pas appeler ça un super tanker, quoi. C'est ça une licorne. Oh, il y a des licornes. Ouais. Il y a 5 licornes. Capitalisation boursière, ils dépassent les 1000 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les GAFAM, là, leur valeur, leur capitalisation, c'est l'intégralité des richesses produites en Allemagne et en Suède pendant un an, ce qu'on appelle le PIB. Toutes les richesses produites par tous les travailleurs de Suède et d'Allemagne pendant un an, plus le service public, plus toutes les richesses, c'est l'équivalent de la valeur des GAFAM. Facebook fait 1 milliard de dollars de bénéfices par mois. Tous les mois. Ping, ping. Google plus Apple, excusez-moi, Apple tout seul, avec ce qu'il a dans ses caisses pour faire joujou. Hein, je ne vous parle pas juste avec ce qu'il a dans les caisses, son cash. Peut acheter les deux plus grosses valorisations du CAC 40, c'est-à-dire des valeurs françaises, les deux plus grosses boîtes. Donc Apple, là, il ouvre ses caisses, prend l'argent, dit je vous achète. Et bien demain, Apple peut acheter LVMH et Total. Et il a encore de l'argent. Parce qu'en plus, de côté, ils ont 500 milliards dans les Caraïbes. C'est ces chiffres-là. Je sais que 1000 milliards de dollars, moi ça ne me parle pas, c'est vrai. Mais c'est du délire. C'est du délire. Il faut se rendre compte qu'ils sont devenus tellement puissants, ces gens-là, que le Danemark, en 2016, a nommé officiellement un ambassadeur auprès des GAFA. Il est dans la Silicon Valley, il a une petite maison pour lui, et il est là pour parler aux 5 patrons de ces 5 boîtes, au nom de l'État danois. La France se pose la question depuis 2018. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? C'est en discussion. Ça, moi, ça me parle pas. On nomme un ambassadeur auprès de 5 patrons. Ça veut dire qu'il commence à peser énormément. Alors là, pour être sûr de continuer de gagner de l'argent, ces braves gens, chez Google, ils ont fait un truc très simple. Ils ont dit, nous on gagne de l'argent quand les gens utilisent notre moteur de recherche. Donc, pour être sûr que les gens utilisent notre moteur de recherche, on va faire un navigateur, qu'on va appeler Chrome. Ouais, mais si les gens ils ont un système qui n'est pas... Et pour être sûr que les gens utilisent notre navigateur, qu'utilisent notre moteur de recherche, on va faire un système d'exploitation, qu'on va appeler Chrome aussi. Donc quand je me sers du système Chrome, j'ai mon navigateur Chrome et j'utilise Google. Tous les dollars, là, ils vont chez Google. Tous. Ils vont plus chez les autres. Et puis finalement, ils m'énervent ce truc-là. Finalement, ils sont allés voir les constructeurs, puis ils ont dit, vous voulez pas faire un truc qu'on appellerait le Chromebook? On vous donne de l'argent. Ils donnent de l'argent aux constructeurs pour que les constructeurs sortent des Chromebooks. Parce que comme ça, vous êtes sûr que dans le Chromebook, vous n'avez que du Google. Ils ont bouclé.
Ils sont en circuit fermé, tous les dollars générés vont chez eux. C'est magique. Le Chromebook, il pourrait le donner, hein. Franchement, il pourrait le donner. Mais quand on le donne, ça c'est un truc qui ne va pas, c'est visible, quoi. Pourquoi il me le donne? Donc, ils le vendent 100 €, 120 €. Ouais, c'est pas cher. Donc voilà. Ça, c'est verrouillé. Alors, vous allez me dire, bon, après tout, ils font de l'argent, c'est un système qui est là pour faire de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pendant ce temps-là, pendant que ça se verrouille, moi, je suis de moins en moins super techos. Ma cape, elle vole plus vraiment. Je vole, mais... Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a trop de gens qui sont plantés, alors que c'est pas possible. En plus, maintenant, il y a l'information qui circule. Comment ça se fait que j'ai toujours des gens plantés, et comment ça se fait que j'ai toujours des gens qui vont pas bien? C'est louche. Je me demande si je participerais pas à un système un peu pourri. Comment ça me traversait l'esprit, quand même. Quand je vous dis qu'ils sont plantés, je reçois un coup de téléphone un jour, ah, la disquette que vous m'avez envoyée, elle ne marche pas, ça ne marche pas. Mais attendez, calmez-vous. Ouais, mais bon, ça ne se trouve pas. Vous m'envoyez une copie de la disquette, je comprends ce que j'ai fait. Moi, je vous en renvoie une. C'est pas grave, on en a plus besoin. Vous m'envoyez une copie, je vous renvoie en attendant, je regarderai ce que j'ai fait, la bêtise que j'ai fait. Quelques jours plus tard, mais encore le courrier quand même. Ah, il m'a envoyé la disquette. Oh, il m'a écrit, dis donc. Il m'a mis un petit mot. Il m'a envoyé une copie de la disquette. Ah ouais, il y avait qu'à être précis. Hein. Non, les gens sont plantés vraiment. Et ça, voilà, comme ça commence à allumer des lumières, mais bon, encore, je vais encore essayer un peu. Ils savent pas, alors que l'information circule, les gens ils savent pas de quoi on parle. C'est quand même étonnant. Je suis au téléphone, alors le pire c'est quand vous dépannez à distance, parce que vous ne savez pas ce qu'elle fait la personne, vous ne savez pas si vous êtes au même endroit qu'elle, si elle a ouvert la même fenêtre que vous. Donc il y a des moments où vous essayez de vous rappeler où elle est. Moi je suis au téléphone, oui, donc vous avez puis à un moment je ne sais plus, je dis oulala, j'ai fait quoi? Alors normalement quand vous arrivez dans votre système d'exploitation, c'est ce qu'on appelle le bureau. Et donc je ne sais plus où elle est, je dis bon, là vous êtes sur le bureau là. Non, je suis sur la chaise. Oui, mais pas ce bureau-là. Voilà. Ça, c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps. C'est bizarre, quand même. Ça m'épate. J'insiste. Je continue d'en installer. J'ai un peu moins la foi, mais je continue d'en installer. Alors là, il y a un deuxième truc qui va se passer. Et c'est en lien avec la vidéosphère. Donc là, au niveau de la roue de la culture, là, le capitalisme, il a commencé à la faire tourner très très fort. Ça a impacté la roue du travail et ça a impacté l'économie. Parce que tout le monde va voir ça. Tous les métiers, je pense que dans la salle, là, quels que soient les corps de métier, vous devez avoir un ordinateur sur votre bureau. Il y en a qui n'ont pas d'ordinateur sur leur bureau, à part Estelle. Voilà, 2, pas mal, hein, pas mal. Vous faites quoi? Vous n'avez pas d'ordinateur sur votre bureau? Waouh. Oui, dans le bâtiment, il y en a. Tous les autres, vous en avez un. Vous n'avez pas forcément choisi. La PHP, je bosse beaucoup avec les militants syndicaux de la PHP, donc les hôpitaux de Paris. Ben, les infirmières, aujourd'hui, elles passent leur temps à rentrer et à codifier les actes sur l'ordinateur. Elles ne sont plus auprès des patients. Elles sont plus auprès des... Non, elles sont sur l'ordinateur à codifier les actes. Du coup, c'est les aides-soignantes qui font le boulot de l'infirmière. La roue, elle est tournée. Et au passage, cette roue, eh ben, elle nous fait perdre notre savoir métier. Alors moi, je m'en suis rendu compte, c'est que... Moi, là, ça, je m'en suis rendu compte parce que moi, ce que j'adorais, en plus d'être super techos, j'étais super Sherlock Holmes. C'est-à-dire que quand vous êtes là-dedans, votre pied, c'est de dépanner. C'est de comprendre. Le truc à planter, ça ne marche plus, c'est quoi? C'est électrique, c'est logique, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Donc vous êtes là, vous cherchez. Puis quand vous trouvez, vous êtes content. Vous savez que vous allez pouvoir dépanner plus facilement la prochaine fois. Et un jour, je suis en train de chercher mon truc, et là j'ai mon chef qui passe, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je cherche la panne. Il me dit, mais ça va pas, donc tu mets à la poubelle, tu lui remets un œuf. Ben non, faut pas mettre la machine. Tu mets à la poubelle, tu remets un œuf. On n'a pas le temps. Ben, c'est pas mon métier. Et ton métier, c'est que ça marche et qu'il puisse qu'il reparte au boulot. Ah ouais, non, c'est pour ça.
Ce jour-là, je me le prends, quoi. Je me dis, mais attends, de quoi il me parle? Alors, mon métier, c'est ça, c'est de prendre des caisses, quoi, et de changer. C'est pas de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche plus. Et après, un coup, là, mon métier. Et tous nos métiers, ils en prennent un coup. Parce que ce truc-là, cet ordinateur, cette puissance de calcul, et cette puissance de traitement des données, bah, elle se met en place partout. Donc on va commencer à tout quantifier. On va pouvoir commencer à dire, bah, ça c'est tant de secondes, tant de minutes, tant de trucs, tant de gens, tant d'heures, tant de grammes de ça, tant de kilos de ci. Une fois qu'on a ça, finalement, on n'a plus besoin du savoir artisan, quoi, qui a déjà disparu avec la révolution industrielle. Mais c'est en train d'attaquer fortement le métier. Et pendant ce temps-là, je plombe un petit peu, mais... Et pendant ce temps-là, il y a un truc très vicieux qui se met en place, par contre, alors là, pour tout le monde, lié à la vidéosphère, lié à cette présence des écrans absolument partout. Tout écran électronique produit une sidération télévisuelle. Tout écran électronique produit une sidération télévisuelle. C'est-à-dire que quand vous êtes devant votre écran électronique, la sidération, c'est un état de stress, de fatigue, de passivité. Estelle me reprendra si j'en oublie. Donc on se retrouve dans cet état-là. Sidéré, c'est hébété, quoi, sans force, sans possibilité d'agir. On ne s'en rend pas compte tout de suite, évidemment, c'est pas immédiat. Mais c'est ce que ça produit sur du long terme. Deuxième chose, ce qui nous définit en tant qu'être humain, à un moment donné, ce qui nous aide à nous repérer, à nous retrouver réels dans le monde, en tant qu'être humain, je crois que c'est Paul Ricoeur, si je ne dis pas une bêtise, ces deux paramètres, le temps et le lieu. J'ai la cardinalité, le lieu où je suis, la temporalité, le temps où je suis. Si vous regardez des séries télé, toutes les méthodes de torture des armées, on voit souvent l'armée américaine, mais toutes les autres le font, depuis pas mal de temps maintenant, c'est de prendre les gens et de les placer dans un hors-temps, hors-lieu. Hein, on le met dans le noir ou dans la lumière vive, on balance de la musique, on lui pique tout moyen de comprendre quel temps il s'est passé, et au bout d'un moment, le cerveau humain, quand on lui fait ça, il devient malléable. Il devient manipulable très vite. Et c'est une torture, en même temps, voilà, vous allez prendre les informations que vous voulez, etc. Si vous êtes en train de torturer quelqu'un parce que vous êtes un militaire et que c'est votre droit pour défendre votre pays, vous allez manipuler la personne. Or, il se trouve que physiquement, cette technologie, c'est ce que ça nous fait si on ne fait pas attention. Si on reste trop longtemps devant. Je ne suis pas un bon exemple. Alors là, vous allez me dire, bah, puisqu'on le sait, pas de souci, on va corriger le problème. Oui, dans un monde idéal, bien sûr. Mais pas dans un monde capitaliste qui est en train de muter très vite, qui est en train de nous quantifier, qui est en train de tout dématérialiser, on demande pourquoi, qui est en train de se dire que là, il fait énormément d'argent. Et les réseaux sociaux, style Facebook, on passe un temps fou là-dessus. Parce qu'ils font tout ce qu'il faut pour qu'on passe un temps fou là-dessus. Parce qu'on va mettre toutes nos données, on va mettre toutes nos informations, et c'est ça que personne n'avait prévu en anticipation, et c'est ça qu'avec papa, je ne l'ai pas parlé beaucoup depuis tout à l'heure, ça va pas ça. Ce qu'on ne pouvait pas penser, c'était ça, c'était le big data. Le big data, c'est toutes ces informations qu'on donne volontairement sur nous. S'il y en a qui connaissent 1984 de George Orwell, le truc qui est dingue quand on lit 84, c'est de se dire, là, ils vont nous mettre une télé chez nous qui nous regarde, quoi, Big Brother. Ils vont mettre un système qui nous regarde. Et tout le truc, on dit, c'est comment je fais pour vous parler, pour mettre au point nos plans sans que la télé nous voit. Et il y a 20 ans, on dit, bah ouais, c'est effrayant. Donc, voilà, faut pas comment on va faire pour éviter ça, quoi. Aujourd'hui, vous allez à la FNAC et vous l'achetez une fortune parce qu'elle est rose fluo et qu'elle vient de sortir. Les enceintes connectées, c'est très exactement ça. Ça vous écoute, alors ça vous passe de la musique quand vous avez décidé de passer de la musique. Moi, je vais chercher mon CD, je le mets dans la platine, je peux encore faire ça quand même. Mais les enceintes connectées, c'est très exactement Big Brother. Et c'est pas pour rien qu'ils nous sortent ça. Pour être sûr de bien avoir toutes les infos. Comment ils pensent? Comment ils pensent? C'est simple. Jusqu'à la Révolution française, ils ont fait des lois. Après, ils ont continué de faire des lois, mais ils faisaient des lois pour bien assurer, pour bien verrouiller les propriétés, etc. Pour bien verrouiller la domination.
Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ça. Il y a des lois, par exemple, imaginons que je suis une boîte anglaise qui s'appelle Gauge. Et j'ai un système que je vais appeler un système de cartographie, que je donne au monde entier, allez-y, utilisez-le, ça me permettra de savoir où vous êtes. C'est un super système de cartographie, c'est gratuit. Mais le problème, c'est que les lois internationales, elles m'empêchent de cartographier la sphère privée. J'ai tellement d'argent que j'ai acheté des voitures, j'ai mis des types dedans, et j'ai fait passer ces voitures sur l'intégralité des routes de la planète. La cartographie, elle est précise. Mais les routes, c'est le domaine public. Parce qu'il y a des lois qui m'empêchent de rentrer chez les gens. Merde! Mais c'est du délire, quoi. On m'empêche de rentrer chez les gens. Elle est où ma liberté individuelle à moi, auto-entrepreneur de risque? Non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des lobbies à Bruxelles. Attends, ça nous coûte déjà 50 millions de dollars par an. On va pas en remettre, quoi. On fait changer les lois. Ah non, ça coûte cher, les lois. Non. Non, mais par contre, attends. Comment tu ferais, papa? Qu'est-ce qu'on ferait? Un jeu. Un jeu, c'est une bonne idée. Si on faisait un jeu, si on faisait en sorte que les gens nous donnent accès à la sphère privée, que nous, on n'a pas le droit d'y aller, ben, si les gens ils nous donnent l'accès, c'est vous qui donnez l'accès, c'est moi qui donne l'accès, tout va bien. Comment on fait? On fait un jeu? Ouais, on fait un jeu. Qu'est-ce qu'on va faire comme jeu? Moi, j'ai une idée. On fait un jeu qui commence dans le monde, dans la sphère publique. On a des espèces de petites bestioles ridicules, on va les chasser avec notre téléphone. Puis des fois, ces bestioles, bah, elles vont rentrer derrière le porche. Il faut que j'ouvre la porte et que j'aille la chasser dans l'escalier, voire même dans ma cuisine. Ça vous rappelle un truc, non? Ah ouais? 15 mètres. Nous avons pénétré de 15 mètres dans votre sphère privée. Voilà comment ils pensent. Avec Pokémon Go, nous avons pénétré de 15 mètres dans votre sphère privée, vous nous l'avez offert. Non, vous l'avez acheté parce que Pokémon Go, on ne vous l'a pas donné, on vous l'a vendu. C'est chouette, non? Ils pensent comme ça tout le temps. Hein. Il y en a un autre qui m'énerve bien. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous avez ce qu'on appelle les CAPTCHA. Vous voyez les CAPTCHA? Prouvez que vous êtes... Alors, évidemment, excusez-moi, j'ai oublié le mot-clé quand même. Il y a des vilains sur Internet. Il y a des vilains, il y a des méchants qui veulent du mal à Internet. Et ils font des robots qui vont polluer Internet. Alors, pour être sûr que vous n'êtes pas un robot, on va vous demander de prouver que vous êtes un humain. C'est bien, comme ça on fait de la sécurité. Trop bien, ouais, je vais prouver que je suis un humain. J'ai été crétin pendant des années quand même. J'avais pas tilté. Donc, les CAPTCHA, bah, vous prouvez que vous êtes un humain. Pour prouver que vous êtes un humain, bah, je vais dire ça c'est un chat, ça c'est une rivière, ça c'est un bout de signal publicitaire, ça c'est un bout de bateau, d'accord? Je vais identifier des images. Si vous me dites que ça marche du premier coup, je vais avoir du mal à vous croire. Normalement, ça ne marche pas du premier coup. Vous dites toujours, bah, tiens, j'ai dû en rater un. Non, ça a marché. Vous le refaites. S'ils sont gentils, ça marche au deuxième coup. S'ils ont besoin de plus, ça va marcher au troisième coup. Qu'est-ce qui se passe pendant que vous faites du CAPTCHA? Vous n'êtes pas en train d'aider à défendre la sécurité d'Internet, non. Non, mais il y a des gens, Google par exemple, ou Amazon. Ils sont en train de développer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence, il ne faut pas l'entendre au sens intelligent. Intelligence, il faut l'entendre au sens anglo-saxophone du terme, c'est-à-dire intelligence. Intelligence service, c'est les services de renseignement. L'intelligence artificielle, c'est des programmes, ce qu'on appelle des algorithmes, qui vont traiter des séries de data de plus en plus grandes pour en sortir des renseignements. C'est très compliqué pour une intelligence artificielle, c'est-à-dire pour un programme, c'est très compliqué de reconnaître un chat, une rivière, un panneau de circulation. C'est hyper compliqué. Parce que c'est qu'un ordinateur. Donc pour reconnaître un chat, une rivière, un panneau de circulation, il a besoin de milliards d'échantillons. Bon, alors moi, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, mon intelligence artificielle, elle va me permettre de faire plein de trucs quand même. On va payer des gens. Et on est là pour gagner des milliards, on n'est pas là pour payer des gens. Non. Alors comment on fait? On fait passer une loi? Non, arrêtez. Non. Et si on faisait un truc, les gens, ils sont obligés de nous dire que ça, c'est un chat. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va faire un CAPTCHA. À chaque fois que vous remplissez un CAPTCHA, vous n'êtes pas en train d'atomiser un robot méchant sur Internet, vous êtes en train de leur faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de sous sur leur intelligence artificielle.
leur intelligence artificielle qui va servir à mieux vous reconnaître dans les aéroports, dans les rues, dans les manifs, etc. etc. Enfin, je dis vous, c'est nous, c'est moi, on est tous dedans. Voilà comment ils pensent. Voilà comment pense ce système. Et voilà comment il était impensable, il y a 50 ans, pour nous, humains normaux, de penser. Orwell, quand il écrit 84, mais à aucun moment, il se dit ils vont volontairement mettre Big Brother chez eux. C'est impensable. Puisque c'est là pour nous surveiller, je ne vais pas le mettre volontairement. Mais aujourd'hui, je vais l'acheter, ma chaîne. Je vais l'acheter à la FNAC. Elle est fluo, elle me plaît. C'est magique. C'est comme ça qu'ils pensent. Et ça, c'est le capitalisme 2.0. Ça, c'est la nouvelle mutation. Alors, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que, donc, on a quand même des effets physiques et physiologiques sur notre cerveau, qui fait qu'on va rester un peu captif de ce truc-là. Moi, le premier. Ces effets physiologiques, ils ne les corrigent pas. Ces effets physiologiques, il y a monsieur B.G. Fogg, comme Phileas Fogg, c'est moche. C'est un prof à la Stanford University, dans la Silicon Valley. La Stanford University, c'est la deuxième plus grande fac du monde après le MIT, le Massachusetts Technology Institute. Et à la Stanford University, vous avez un cours de captologie. C'est quoi la captologie? Ça apprend aux développeurs qui vont ensuite bosser chez Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ça apprend aux développeurs de ces boîtes-là comment stimuler les zones du cerveau de la récompense. Parce que les zones du cerveau de la récompense, quand on les stimule, elles libèrent de la dopamine. La dopamine, ça nous rend bien, ça nous rend heureux. Donc, ces gens-là, ils ont un cours de captologie. Comment stimuler une zone du cerveau de quelqu'un pour lui faire libérer sa drogue? Comment la stimuler de plus en plus? Comment rendre addict ces gens-là, tout le monde, la planète? Comment rendre la planète addicte pour qu'elle aille chercher de plus en plus sa dose pour être heureuse à travers tous ces petits logiciels, ces jeux, ces machins, les smartphones? Tous les jeux qu'on fait sur nos smartphones, c'est des jeux des récompenses. Des récompenses bidons, hein. J'ai gagné une fleur, j'ai gagné un machin, j'ai gagné un pingouin. Et à chaque fois que je gagne une fleur, un pingouin, je suis content. J'en ai plus. Ça s'appelle le capitalisme de l'attention. C'est développé à l'université, à la deuxième plus grosse fac du monde. Cerise sur le gâteau, les patrons de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple et de Microsoft, ils mettent leurs enfants dans des écoles zéro technologie. Pas d'écran, rien, pas de téléphone. Le fils de Google, le fils du patron de Google, Sergey Brin, son fils, il va dans une école où il n'y a pas de smartphone. Et lui, par contre, il vous envoie, il met des tablettes dans les maternelles de vos gamins, si vous êtes en Ile-de-France ou dans la région de Grand Est. Bah ouais, ils ont bouclé la boucle. Si je donne une tablette à un gamin à 3 ans, à 16 ans, quand il a sa carte bleue, je lui vends ce que je veux. Puis je le connais par cœur. Puis je le manipule comme je veux. C'est comme ça qu'il pense. Parce qu'en plus, oh là, je tombe blanc net. Parce qu'en plus, pour être sûr de nous capter, en plus de cet effet physiologique, ils vont manipuler ce qui nous entoure aujourd'hui dans le monde digital. Quand je vais sur YouTube et que je tape, je sais pas quoi, citron, si tout le monde le fait, on n'aura pas la même chose à droite. Aucun de nous n'aura le même résultat à droite. Parce qu'ils vont adapter par rapport à ce qu'ils connaissent de nous et par rapport à ce qu'ils pensent qu'on attend. Et ils vont adapter les recherches. Et ils vont nous mettre dans un petit monde vachement sympa qui nous plaît. Pour être sûr qu'on continue d'être là et qu'on continue d'alimenter les données. Bon, c'est embêtant tout ça. Mais il y a Linux, il y a le monde Linux. À chaque étape, on peut déjà avoir un produit neutre qui ne fait pas ça. C'est la base, il faut commencer par ça. Ça suffit pas? Ça suffit pas. Là, je suis en train de regarder le problème technique. Techniquement, il faut que je fasse autrement. D'accord. Je vais toujours utiliser les réseaux sociaux, c'est super bien. Mais je vais faire autrement avec d'autres réseaux sociaux. Mais c'est juste du technique, ça. Je ne suis pas en train de regarder le système, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que fait le libéralisme? Qu'est-ce qu'il m'a fait à moi et qu'est-ce que j'ai fait aux gens à qui j'ai installé tout ça? Je les ai individualisés, je me suis individualisé. Je me retrouve derrière mon écran, à faire mes trucs. Je parle de moins en moins aux gens. Je parle de plus en plus derrière mon écran.
C'est ça que ça fait. Donc, en fait, le libéralisme, il se sert de l'argument principal, c'est la liberté individuelle. Le plus important, c'est la liberté individuelle. Si je brime la liberté des gens, ça ne va pas. Enfin, la liberté de chaque gens, ça ne va pas. Donc, au nom de la liberté individuelle, et chaque fois que je vais vous donner un truc qui paraît super génial pour vous, oui, il est super génial pour vous, collectivement, c'est une saloperie. Monsieur Marcuse, Herbert Marcuse, qui avait déjà, avec Boltanski et Chiapello, quand il montre dans le Nouvel Esprit du Capitalisme qu'il y a eu un décalage sémantique, je renvoie à 1 Culture 1 de Franck Lepage. Je ne le refais pas là, hein, les mots ont été remplacés, donc on nous a mis un trompe-l'œil avec un autre système de mots. Mais Marcuse dit, mais après avoir fait ça, regardons la structure technologique de la société. La structure technologique, l'évolution technologique de la société, c'est une structure totalitaire. Il n'y a aucun problème. Un système totalitaire, ce n'est pas forcément un système politique terroriste. Non. Un système totalitaire, c'est un mode de distribution et d'exploitation et de consommation qui s'arrange très très bien d'un système pluripartite de journalisme. Aucun souci. Ça fait quand même un système totalitaire. Marc Unédi, sociologue, philosophe belge, post-humanisme, un diagnostic d'époque. Il explique ça très bien. Individuellement, chaque point individuel nous fait du bien à chacun. Et collectivement, ça met en place un système totalitaire. C'est comme ça qu'ils avancent, c'est comme ça qu'ils pensent. Ouais, voilà. Ça dessine Soleil Vert, quoi, pour ceux qui l'ont vu, le film des années 74-73, avec Charlton Heston. Ça dessine un monde où bah, il va y avoir des super puissants, il va y avoir des super pauvres, puis on ramasse par les pauvres pour faire de la nourriture, quoi. Ça, c'est Soleil Vert. Ça amène un peu ça. Ça amène un peu ça parce qu'en plus, là j'achève l'ambiance complète. Les patrons de Google et d'Amazon, ils ont un super projet pour la planète, enfin Facebook plutôt. Ils ont un super projet, ils ont le post-humanisme, le transhumanisme. On n'est pas parfait, on va nous améliorer. Moi, je veux bien qu'on me dise que je ne suis pas parfait, mais déjà, il va falloir argumenter. Et puis, avant de m'améliorer, il va falloir me demander. Quoi. Un minimum, c'est de venir me demander. Tu veux être un minimum? Je vois, on va voir. Dis-moi. C'est le minimum. Quoi. Or, eux, là, bah, comme ils ont les mains sur la roue de la culture, sur la roue de l'économie, sur la roue de l'organisation sociale, qui sont en train de péter la roue de l'environnement, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc le transhumanisme et le post-humanisme, ils ont les moyens, ils ont infiltré tout le monde, Blanquer, enfin, j'apprends rien, hein, Villani, etc. Ils sont tous dans la logique transhumaniste. Bah ouais, c'est un progrès, c'est une innovation. Et qui a dit qu'une nouveauté, c'était un progrès? Qui a dit ça? Je veux dire, quand moi, je prends ma revanche, je suis mauvais à la fac, je suis en techos, je suis pas en interro, mais je prends ma revanche sur un patron parce qu'il ne sait pas comment ça marche. Il a le pouvoir de me jeter, il a le pouvoir de me licencier. Mais moi, j'ai la puissance, moi je lui fais marcher cette machine. Lui, il ne la fait pas marcher. Il a le pouvoir, moi j'ai la puissance. Alors, si vous avez le courage, je vous envoie à Spinoza. Mais, la puissance, c'est faire. Je fais, je suis puissant. Je fais faire, j'ai le pouvoir. Je prends un GPS. La seule fois de ma vie que je me suis perdu en voiture, c'est parce que comme un crétin, je n'avais pas pris de carte. J'avais un GPS. Et bien mon GPS, il m'a planté, j'ai tourné 2 heures. Avant de me rendre compte, j'ai déjà vu le panneau. Quand mon GPS me plante, je suis puissant ou pas? Non, je suis impuissant. Genre, quand on me met une prothèse, ça m'aide, mais ça ne me rend pas puissant, ça me rend dépendant. Si ma prothèse tombe, je perds ma puissance. La puissance, c'est quand on fait, pas quand on fait faire, pas quand on délègue. Tous les outils qu'on nous met dans la main aujourd'hui, c'est des outils qu'on délègue, nous font déléguer. On nous vend une puissance qui est bidon. On nous vend un pouvoir, alors qu'en fait, on nous vend de la puissance. C'est leur mode de fonctionnement. Et ça marche assez bien parce qu'on est dans un système de consommation et il faut fort, quoi. Mais derrière, ils ont un projet transhumaniste et c'est assez embêtant. Alors heureusement, il y a Linux. En face, et ce qui explique que Linux est encore là, et Linux c'est une véritable utopie dans un monde où tout est marchand, y compris notre temps de cerveau.
On a capté notre temps de cerveau. On est dans le capitalisme de l'attention du cerveau des gens. C'est avec ça qu'on fait de l'argent aujourd'hui. Et bien dans ce monde-là, il y a une utopie qui s'appelle Linux. Et les logiciels libres. C'est incroyable. C'est donné à l'humanité. Ça évolue tous les jours. Ça fait des trucs super bien. Et c'est pas attaqué. Ben non, c'est pas attaqué parce que ils ont une force, ces types-là, qui est assez extraordinaire. Je peux vous en raconter un bout. Avec mon pote. C'est des Blues Brothers aspergés. Avec des troubles autistiques. Vous voyez les Blues Brothers, vous voyez ce film où ils ont les lunettes, les Ray-Ban. Blues Brothers, ils sont jamais inquiets, quoi qu'il arrive. Alors moi, je suis avec mon pote, on s'est fait des vacances au Canada. Vous ne connaissez pas le Québec, j'en ai. Et j'ai un copain là-bas, il nous prête une bagnole. Alors, bagnole, au Québec, c'est forcément des bagnoles américaines. Donc c'est des paquebots, quoi. C'est un truc, vous tendez la main, vous touchez pas l'autre, assis à votre droite. Il y a des trucs au milieu, je sais pas ce que c'est. C'est format Amérique du Nord, quoi. Donc on se retrouve dans ce paquebot, je suis au volant. J'ai mon copain qui est devant, qui trace la route, il nous emmène voir, je sais pas qui, des rabillaires, un qui joue de la guitare. Et au Québec, dès que vous êtes en dehors d'une grande ville, vous êtes sur des chemins de terre. Il n'y a plus de route en dur, ça coûte trop cher. Donc c'est des chemins de terre, vous êtes poussière. C'est l'été, il fait chaud, c'est sec. Et l'autre devant, il trace comme un malade. Et moi, je suis dans ma voiture américaine paquebot, et j'ai pas encore bien compris que c'est un vrai paquebot. C'est-à-dire que quand vous faites ça avec le volant, il se passe un certain temps avant qu'elle commence à virer, quoi. Et je le suis, puis l'autre, il connaît les routes par cœur, il trace, et moi je le suis. On est tous les deux comme ça, moi je conduis, mon pote à côté, Linuxien, Blues Brothers aspergé, bah, il est comme ça. Et là, je suis la voiture de devant, et en le faisant, je me dis là, oh, c'est curieux, ça va pas le faire. Et là, ce paquebot américain, on est toutes fenêtres ouvertes parce qu'on crève de chaud, on se fait une sortie de route. J'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Ça fait. Et là, il y a une pente, on va se tuer. Ça prend la pente, je mets un espèce de coup de volant, je sais pas ce qui se passe. Je ressors de la pente. Et je me retrouve sur la route. Au passage, on a embarqué 60 kilos de sable et de terre. Et un arbre qui est rentré dans la voiture et qui arrive sur moi et qui est sur mon pote. Et donc, moi je suis en train de conduire et je fais celui qui n'a rien vu. Puis à un moment, je tourne la tête quand même, je me dis, il va peut-être me gueuler dessus, parce que lui il a l'arbre dans la gueule. Et il est à côté, il est comme ça. Recouvert de sable, moi aussi, on est couvert de terre, il a l'arbre qui lui prend la tronche et il est comme ça. Un Linuxien, c'est ça. Donc ça a une certaine forme de résistance. Avant de lui vendre un truc, il va se passer du temps. Donc c'est pour ça que c'est encore là. C'est pour ça que c'est une super force. Il faut utiliser ça. Alors je vous dis pas quand je m'arrête, parce qu'à un moment l'autre il a bien vu qu'on n'était pas derrière, parce que la sortie de route elle a fait des ordres. Et je me gare à côté toujours en mode. Et on a enlevé l'arbre. Et je me gare à côté, il me fait. Vous êtes sorti de route? Bon alors là je vois pas ce qui te fait dire ça. En fait c'était tous les arbres plantés dans les pneus qui me faisaient dire ça, entre les jantes et le pneu. On avait plein d'arbustes et tout. Donc je vois mais t'es con, tu me retrouves vite. Ouais. Donc on a Linux, on a ces gens qui sont puissants. Ah oui, ils sont puissants. Et maintenant, ils nous parlent. Ils ont compris, ça fait 25 ans, Linux c'est un super système, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Allez voir ça, c'est un système comme un autre, c'est pas plus simple, plus compliqué qu'un autre. On a ces gens, et puis on a notre résistance à nous, notre résilience. Je veux dire, on n'est pas obligé d'accepter tout n'importe quoi. Le sketch de Coluche sur la lessive, en faisant la conf, il m'est revenu et je me suis dit, il avait tout bon. Il avait tout bon. Ils nous ont toujours vendu tout et n'importe quoi, ils nous ont toujours vendu des trucs dont on n'a pas besoin. Genre la lessive qui lave l'eau, pour les cons qui font leur lessive à l'eau sale. Il a raison. On vous vend la lessive qui lave l'eau. La lessive qui lave derrière le nœud. Il faut faire le nœud, puis il y a un nœud qui est passé à la machine. Enfin, il avait raison dans ce sketch. C'est déjà ça qu'il nous disait. Ça n'a pas changé, c'est toujours là. On continue de nous vendre ces trucs-là aujourd'hui. On nous vend les lunettes connectées. Ah, chouette. Les lunettes connectées, c'est chouette, hein. C'est-à-dire que je vais être
ce qu'on appelle en réalité augmentée. Bon, si on veut. Donc j'ai mes lunettes connectées, et je me balade dans la rue, et je passe devant une boutique de chaussures, et là j'ai les prix qui s'affichent. Flou là là, quel progrès. Ah, donc, non, tu vois pas. C'est ça qu'on nous vend. Après tout, on peut demander aussi, non? Enfin, je sais pas. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, moi quand j'ai compris tout ça, là, quand je me le suis pris dans la poire, en fait, je me le suis pris dans la poire. Ben, parce que j'ai mis du temps à comprendre. Je suis un peu Blues Brothers par moment. Mais un jour, je suis en train d'installer une machine. C'est un espèce d'open space. Je suis en train de travailler. Il y a un truc qui vient me perturber dans ce que je fais. Vous savez, on est sidéré sur les points. Il faut du temps avant de... À un moment, j'analyse, mon oreille analyse. Là, une petite dame, en crise de nerfs, quoi. Non, fait 3 mois, calmez-vous. Calmez-vous. C'est quoi? C'est quoi? C'est la clé USB? Vous avez perdu un fichier. Clé USB, je lui répare ça. Je lui répare ça. Je lui retrouve son fichier. Je lui explique comment pas le perdre. Mais ce jour-là, j'ai plus envie de ça. Ce jour-là, je me dis, je passe mon temps à installer des systèmes qui mettent les gens dans cet état-là. Qui les mettent dans cette souffrance-là. Je ne veux pas participer à ça. Comment c'est possible que ça les mette dans cette souffrance-là avec tout ce qu'on vient de voir? C'est une aliénation hallucinante. Parce que le libéralisme, c'est vous les responsables. C'est nous les responsables. C'est nous qui n'allons pas bien et qui subissons un burn-out. Alors du coup, qui faisons un burn-out? Parce que c'est nous qui n'allons pas bien. Pas du tout l'organisation du travail autour. Les infirmiers qui se suicident, les gens qui se suicident, les gens d'EDF qui se suicident, les gens de France Télécom qui se suicident. C'est eux qui vont pas bien. C'est pas leur hiérarchie. C'est ça le libéralisme. Et là, je me le prends. Je veux plus ça. Je veux plus faire ça. Ah, j'arrête. Je rends la carte de Super Techos. J'en veux plus. À ce moment-là, je vais croiser la formation d'adultes. Mais je vais croiser la formation d'adultes, je vais former des techniciens. Ouais, je peux former des petits Super Techos. Mais ils vont faire ce que je faisais. Non, je ne veux pas. Alors je vais essayer de le faire quand même, parce que je vais essayer de mettre un peu de subversion là-dedans. Mais je ne vais pas y arriver. C'est trop compliqué. Donc je vais arrêter. Et heureusement, à ce moment-là, je croise l'éducation populaire. Et pendant toutes ces années où ce que je faisais n'avait pas de sens, et où je m'en rends compte et où ça me fait vraiment du mal, je croise l'éducation populaire et je croise qu'un système qui fait que d'un seul coup, ce que je fais a du sens. J'ai une chance incroyable. Je peux prendre mon temps, je peux réfléchir, et un peu, on réfléchit ensemble et on refait du collectif. Et en plus, je travaille avec des syndicats, des militants syndicaux. Et le sens revient. Ça fait du bien de travailler à quelque chose qui fait du sens. Waouh, on reprend des forces, on reprend de l'espoir. Et là, on se dit, on va pouvoir faire quelque chose. Je peux continuer de parler d'informatique, mais je vais en parler autrement. Je vais faire une conf. Je vais faire autre chose. C'est là, c'est ce jour-là où j'ai ça qui arrive. C'est pas possible que les gens soient en souffrance. Cette aliénation est incroyable. Cette aliénation est incroyable, on l'a tous fait, on a tous dit je suis une quiche. Beaucoup l'ont dit. Et beaucoup vont continuer de le dire. Alors que c'est pas eux, quoi. C'est pas eux, c'est eux, c'est eux. C'est le système qui fait ça. Donc ça, on doit prendre conscience de ça. On doit dire, attends, je sors de ça. J'ai des outils qui vont m'aider. À la fin, j'ai même une feuille. Je peux vous donner une feuille avec quelques références que j'ai citées, etc. Si vous voulez avoir des infos, vous la prendrez. J'en aurai peut-être pas pour tout le monde. Donc il y a ça. Ça, c'est important. Mais il faut aussi remonter d'un cran, revoir ce que Marcuse nous explique, que ce système, il est totalitaire. Qu'ils ont pété les métiers. Ils nous ont mis des compétences. Ils ont pété la lutte de classe, ils nous ont mis de l'exclusion, de l'inclusion, de l'insertion. Il n'y a plus de lutte des classes, il y a des exclus. Et là, ils sont en train de péter nous, ils sont en train de nous péter, ils sont en train de péter les militants, les syndicats, les actions de groupe. Heureusement, il en reste. Parce qu'ils sont drôlement forts. Parce que dans Star Trek, on a rencontré
Kirk, dans Star Trek, il rencontre un truc. Il rencontre les Borg. C'est pas des Suédois blonds avec un bandeau dans les cheveux et un gros bras. Quand il rencontre les Borg, il rencontre des trucs mi-robots, mi-humains. Ça vient de loin, ça fait toutes les planètes de la galaxie et ça borgifie les gens. Ça les transforme en ça. C'est pas des méchants, c'est des Borg. Quand ils arrivent, ils transforment en Borg. Ils ont une devise, toute résistance est vaine. Il n'y a pas d'alternative, ça ne sert à rien, ne faites pas, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'alternative. Ah, j'ai entendu ça déjà, non, pas vous? Ça commence pas avec Thatcher en 80, il n'y a pas d'alternative. Taïna, there is no alternative. Ça sert à rien, résistez pas les gars. Ça sert à rien. Les Borg, ils font ça. Les Borg, ils font ça. Le libéralisme fait ça. Le libéralisme, il crée un monde totalitaire. Il nous crée des faux besoins. Ce faux besoin, il le fait au nom d'un faux intérêt collectif pour mettre en place un monde sécuritaire, totalitaire, de contrôle absolu. Et il nous fait du fatalisme. Et le fatalisme, ça vient péter notre militantisme. Bah ça va, on sait comment on va faire du coup. On va arrêter d'être fataliste déjà. Voilà, on va arrêter d'y croire aux Borg. On va arrêter d'y croire à ça. On ne peut pas faire autrement. Bien sûr que si qu'on peut faire autrement. Il y a plein de gens qui font autrement sur la planète en temps réel, mais les médias ne le disent pas. Je travaille avec des syndicats, je peux vous dire qu'il y a plein de grèves qui sont gagnées tous les mois, toutes les semaines. Personne ne vous en parle. Les femmes de ménage de la CNT, Solidarité Ouvrière, elles ont gagné une grève fabuleuse dans un des palaces, Porte d'Aubervilliers, je me trompe toujours, je crois que c'est Porte d'Aubervilliers. Elles ont gagné une super grève. Personne n'en parle. Les syndicats, ils peuvent communiquer là-dessus, ils n'ont pas la puissance des médias. Personne n'en parle. On n'a pas intérêt à vous dire que ça marche. On n'a pas intérêt à vous dire que le militantisme, ça marche et que quand on se syndique, on gagne. Parce que la roue, elle a tourné. Si je peux me permettre de faire une touche d'économie, 3 secondes, je ne vous saoule pas. C'est quoi l'économie? Comment vous définissez l'économie? Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'idée. Officiellement, c'est la science de l'allocation des ressources. Moi, j'ai une belle définition. C'est Thomas Porcher dans le traité d'économie hérétique. Ça va vite. L'économie, c'est une succession de modes de régulation des besoins humains définis par un rapport de force à un temps donné. Exemple. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français est la première force politique du pays. Les ouvriers sont encore armés, ils n'ont pas rendu les armes. C'est pas pour ça qu'ils s'en servent, mais ils les ont. Le rapport de force, il est là. Il y a la sécurité sociale. Un siècle après, le rapport de force s'est complètement inversé. On est un peu fataliste et un peu démilitantisé. Le rapport de force est complètement inversé. Les syndicats, ils ont perdu du terrain à cause de cette technologie qu'ils ne savent pas gérer, entre autres. Et bien, on perd tous les acquis qu'on a eus dans le rapport de force précédent. C'est ça l'économie, c'est pas une science exacte, c'est certainement pas une science, je sais pas quoi. L'économie, c'est la gestion des besoins humains. Et c'est un mode de régulation. Et si là, tous ensemble, on commence à définir nos besoins, il va y avoir un rapport de force. Moi, je veux ça, moi, je veux ci. Puis, on aura un mode de régulation, c'est ça l'économie. Et bien aujourd'hui, le rapport de force, il s'est totalement inversé. Parce que le libéralisme nous tape dessus en permanence en nous faisant croire qu'on n'a pas d'autre moyen de s'en sortir. Que c'est pas la peine de faire du collectif. Puis en plus, tous les outils qu'ils ont développés, même si c'est des très bons outils et qui vont nous servir à nous en sortir, c'est quand même des outils qui peuvent nous individualiser, quoi, et qui nous individualisent un peu tous les jours. Donc il faut qu'on se méfie de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Je travaille avec des militants syndicaux tous les jours. Quoi. Il y a des actions qui marchent tous les jours. Il faut juste se rappeler de ça. On nous vend des merdes, on nous vend des conneries, quoi. Je m'en fous d'un truc bleu, rose, connecté qui me donne l'heure, je m'en fous. Si je veux savoir la météo, je ouvre la fenêtre. Non mais vraiment. Moi, je veux bien des lunettes connectées. Il y a mon chef de service, M. Lepage, mais moi, dans mon bureau, on va parler de vos horaires. Code du travail, les articles qui s'affichent. En haut à droite, visioconférence avec un syndicaliste, avec un DS. Il entend ce qu'il dit, il me parle dans mon oreille. Ah, moi, je veux cette lunette connectée. Je la veux. Et le pire, c'est que si on leur demande, ils vont nous la faire. Parce qu'ils font de l'argent. Donc, ils vont nous la faire. La technologie, elle est là.
Ils l'ont. Genre, si on vous affiche une paire de lunettes, on peut vous afficher un délégué syndical. Enfin, une paire de lunettes. Si on vous affiche le prix d'une chaussure, c'est la même. On peut vous afficher le code du travail. La technologie, elle existe, c'est juste à nous de la demander. C'est à nous de dire, mais ça, j'en veux pas. Par contre, je veux bien ça. On le demande, c'est bon. Il faut juste repenser collectif. Il faut repenser puissance et pouvoir. C'est hyper important, ça. Quand on me propose un nouveau truc, est-ce que ça me donne de la puissance? Est-ce que ça me donne de pouvoir? Ou est-ce que c'est bidon? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Si c'est juste bien pour moi, il faut que je fasse un choix. Je peux être très égoïste, mais à la longue, ça va pas le faire. Donc il faut vraiment que je me demande, c'est bien pour moi ou c'est bien pour tout le monde? Si c'est bien pour tout le monde, on y va. Le progrès, c'est ce qui vaut pour tous, pas pour un. Et je vous ai dit au début, la science-fiction, pour moi, c'était pas très politique, alors que l'anticipation, ça l'était. Et c'est en faisant cette conférence que je comprends que Star Trek, c'est que de la politique depuis le début. Parce que Star Trek, depuis le début, ils nous disent, est-ce que ça vaut pour un ou est-ce que ça vaut pour tout le monde? En fait, depuis le début, ils opposent libéralisme à milinisme commun. Communisme. C'est ça. Le débat de Star Trek, c'est ça, sauf qu'il est vachement bien planqué. La science-fiction, ça sert aussi à ça. La science-fiction soviétique des années 50 et 60, elle sert à critiquer le système d'une façon qu'on ne peut pas dire vous êtes en train de critiquer le système. C'est de la SF. Bah, Star Trek, en fait, depuis les années 60, c'est des vieux gauchos, quoi. On ne t'es pas rendu compte que les scénaristes de Star Trek, ils étaient là-dedans. C'est excellent. Ils nous mettent, série après série, le choix, est-ce que ça vaut pour un ou est-ce que ça vaut pour tous? Est-ce qu'on fait du libéral ou est-ce qu'on fait du commun? Après, il faut se poser la question, puis il faut choisir. Quand on aura choisi, bah ok, on aura choisi. Mais en tout cas, on peut agir ensemble, quoi. On peut agir ensemble. Alors ce soir, je n'ai pas beaucoup parlé à papa, je t'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai. Je vais quand même vous dire pourquoi j'ai le droit de lui parler. Pourquoi je lui parle? Mon papa, comme c'était un gagman, ben, il y a deux gags qu'il nous a fait. J'ai parlé avec lui pendant 35 ans en 2000. Et il est mort en décembre 99. C'est drôle, mais bon, j'aurais pu l'éviter. C'est un peu tôt. Et le deuxième gag, c'est qu'il voulait être incinéré. Bon, il est incinéré. On se retrouve avec l'urne, avec mon frère, ma mère, compagnie de mon frère, bref. On ne sait pas trop quoi faire dans ces cas-là. En plus, c'est la première fois que je perdais un père. Ça n'arrive pas souvent, en fait. Mon frère non plus. Donc on est un peu, on ne sait pas trop quoi faire. Et bah, comme il aurait voulu voyager, tout ça, comme il était rêveur, on se dit on va le disperser en Bretagne, sur un petit port, on va le jeter, on va le disperser dans la mer, il va aller flotter où il veut. J'ai les mêmes. J'ai enlevé un peu de terre du Québec, j'ai les mêmes. Parce que ce jour-là, il fait beau, il y a du soleil, il y a du vent. Donc on est au bout de l'acheter, mon frère est devant, avec l'urne. Moi je suis derrière. Et ben allez, on y va. Jette l'urne dans le vent du large. S'il y en a qui ont vu The Big Lebowski des frères Cohen, qui ont vu la fin du film, c'est que le vent du large, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ramène les cendres sur celui qui est derrière en général. Et donc, je me prends mon père. C'est terrible parce que moi j'y pense à Big Lebowski, quoi. Je ne peux pas faire autrement, mais en même temps, c'est un moment terrible, enfin, ça me fait pas rire, mais en même temps ça me fait rire, c'est un truc de fou. Et puis je suis vraiment tétanisé, quoi, en train de réaliser ce truc-là. L'autre devant, il sent bien que ça bouge pas derrière. Il a bien compris le mouvement du truc, quoi. Alors j'ai le droit de lui parler, papa. J'ai le droit de lui parler. Et je vais te dire, mon père,
t'es parti trop tôt parce qu'à force de parler de l'an 2000, on s'était dit qu'on allait écrire nous aussi un bouquin de science-fiction. On avait plein d'idées, on pouvait écrire une nouvelle, on pouvait déconner avec la science-fiction. Et je sais comment tu l'aurais commencé. Je sais très bien comment tu l'aurais commencé. Tu l'aurais commencé soleil vert. Tu l'aurais commencé planté, ambiance terrible, l'humanité va pas bien, il y a les très riches, il y a les très pauvres, on est en train de s'entretuer, bref, tu l'aurais commencé comme ça. T'es plus là, merci. Donc c'est à moi de la finir. C'est à moi de la finir, cette histoire. Ok. Allons-y, on prend un groupe de héros. Ils sont pas bien. On prend un groupe de héros qui est pas bien. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, ils vont réaliser un truc. Ils vont dire, mais le capitalisme, il nous quantifie, il nous numérise, il nous dématérialise, il nous virtualise, il nous déshumanise. Ça jamais tu aurais pu le dire, jamais, surtout toi, tu n'aurais pas pu dire ça, mais en tout cas, moi je le dis, le capitalisme, ces héros vont dire, et le capitalisme, il nous dresse à parler à la machine, et plus avec l'humain. Tous les jours un peu plus. Cap 22, on va numériser les services publics, c'est trop fort. Donc, nos héros, ils vont dire, attends, on est quantifié, on est déshumanisé, on nous apprend à parler aux machines, et plus aux humains. On nous rend des enfants capricieux, on ne savent pas gérer nos frustrations, on nous vend n'importe quoi. Il veut capter notre cerveau. Ouais. Mais en même temps, on a ces outils. Il a retourné les outils contre nous, a contre-retourné les outils contre nous. Notre groupe de héros, oh ben, on reprend les outils, parce que les réseaux sociaux, les bons, les nôtres, pas ceux qui font de l'argent. La circulation de l'information à toute vitesse, le fait de pouvoir rameuter les gens, plein de gens, très vite, les mobiliser, surprendre tout le monde, les gilets jaunes, ils ont surpris tout le monde. Ça marche, on sait le faire, le printemps arabe, tout ça, on peut se servir de cette technologie. Pour nous, contre eux, on peut le faire. Alors ils vont réaliser ça, le groupe de héros. Et ils vont se servir de cette technologie. Et ils vont retourner. Ils vont recréer du collectif, ils vont remiliter, ils vont se resyndiquer. Et ils vont y retourner au charbon. Ils vont faire ça. Et de la même façon que le capitalisme a fait un truc qu'on n'aurait pas pu penser, qu'on n'aurait pas pu imaginer et qui nous met sacrément dans la mouise, eh bien ils vont faire pareil. Un truc tout simple auquel personne n'avait pensé, ils vont l'utiliser pour sortir du capitalisme. Mais un truc tellement simple. Là, papa, c'est là que j'ai besoin de toi. Parce qu'en fait, je n'ai pas le truc tellement simple. Il va falloir qu'on y réfléchisse fort. On peut peut-être se mettre à plusieurs, d'ailleurs. Mais ça serait chouette qu'on le trouve. Parce que si on le trouve, on finit notre histoire. Et moi, je finis ma conf gesticulée. Merci à vous.